Bienvenue sur le podcast Marketing Mania. Cette semaine, j'accueille Alexis Minkela. Alexis est déjà passé 2 fois sur le podcast pour parler de livres. Il fait partie des gens avec qui je peux parler de livres que pas beaucoup de gens n'ont lus. Cette semaine, il arrive pour nous parler de son propre livre. Et donc, c'est une interview un peu plus classique, contrairement au podcast que j'avais fait avec lui, qui était plus des résumés de livres. Donc Alexis, c'est un copywriter B2B freelance à l'origine, qui a créé un podcast à destination des freelances qui s'appelle Tribu Indé et qui est un des podcasts les plus connus sur cette niche. Et plus récemment, il a écrit un livre, par coïncidence, chez le même éditeur que moi, Erol, et le livre s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Donc dans ce podcast, on va parler du processus d'écriture du livre, on va échanger un petit peu sur l'expérience d'écrire un livre, ce que ça veut dire, le temps que ça prend, les difficultés, mais aussi le processus qu'on peut avoir en termes de relecture pour essayer d'optimiser tout ça quand en fait on a le nez sur un projet et on n'a plus aucun recul. Quelque chose qui est bien sûr applicable, que vous fassiez des vidéos YouTube ou une formation, comment est-ce que vous pouvez gérer ce type de projet créatif. On va ensuite revenir sur sa carrière en tant que copywriter B2B, comment est-ce qu'il a identifié une niche lucrative pour se spécialiser en tant que copywriter, comment est-ce qu'il a identifié ce service, comment est-ce qu'il a trouvé ses premiers clients et comment est-ce qu'il trouve ses clients aujourd'hui. Et finalement, on va parler du lancement du podcast Tribu Indé, de pourquoi est-ce que quand Alexis a lancé son podcast en mars 2019, il n'y avait toujours aucun podcast à destination des freelances, comment identifier les opportunités, comment se positionner, comment lancer un podcast et le faire grossir, et qu'est-ce que ça apporte finalement d'avoir un podcast connu dans une thématique quand, comme c'est le cas d'Alexis, on ne monétise pas ça encore directement. Tout ça et bien plus encore dans l'émission que je vous laisse écouter sans plus de transition. Salut Alexis et bienvenue sur le podcast. Salut Stan, merci de me recevoir. Donc la raison pour laquelle tu es aujourd'hui, c'est la 3e fois que tu passes sur le podcast Marketing Mania. Première fois, c'était il y a au moins 2 ou 3 ans, on parlait d'un livre. 2e fois, c'était l'année dernière, on parlait encore d'un livre de quelqu'un d'autre. Et cette fois-ci, tu viens et tu as ton propre livre. Parlons un peu du titre et de la proposition de valeur du bouquin. Effectivement, écoute, je suis l'invité livre de Marketing Mania. Le livre s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, qui a été publié aux éditions Erol le 14 janvier officiellement. Et l'idée, c'était d'avoir un livre purement business pour les freelances. Aujourd'hui, tu vois, dans la littérature, il y a beaucoup de contenu sur Internet pour les freelances, pour les accompagner, etc. Mais en termes de livres, il y a très très peu de littérature purement business qui se concentre vraiment sur les sujets entreprises pour les indépendants. Tu as beaucoup de livres sur l'administratif, tu vois, quel statut choisir, le guide de l'auto-entrepreneur de A à Z, etc. Mais tu n'as pas de livre qui se concentre en fait sur les fondations, sur des principes presque intemporels qui te permettent en fait de vivre de ton activité au-delà de choisir un statut. Tu as aussi, je trouve, t'as un vrai gap entre le fait de dire je suis freelance, donc je deviens freelance, j'ai créé mon statut, j'ai potentiellement créé une société. Aujourd'hui, on a beau dire ce qu'on veut, l'administratif, pour quand t'es un solo business, c'est quand même relativement accessible quand je compare à d'autres pays. Mais si tu veux, cette simplicité de créer ton statut, de commencer à facturer, t'as plein d'outils aujourd'hui, en fait ça tranche avec le quotidien des freelances. Et beaucoup de freelances en fait n'arrivent pas à vraiment bien gagner leur vie en freelance, à vivre sereinement, à déployer des projets, à aller chercher des clients de manière régulière, etc. Et en fait, là, il y avait un vrai gap que j'ai essayé de combler, en tout cas avec le livre, parce qu'en fait, tu as de plus en plus d'indépendants, et tout le monde est là en fer de lance. Le freelancing, c'est la nouvelle révolution, c'est incroyable, il va y avoir des millions de freelances demain. Ok, c'est chouette, mais en fait, on oublie une chose, c'est que qui dit plus de freelance demain dit aussi plus de concurrence et donc plus de difficultés à sortir du lot. Et c'est des vraies questions que se posent les freelances. Tu vois, comment je sors du lot, comment est-ce que je vais chercher des clients qui me ressemblent, qui sont en accord avec ce que je peux proposer, qui comprennent aussi la valeur de mes produits, de mes offres, etc. Et donc ça, c'est tout l'enjeu du livre, de se dire, ok, j'ai pris le parti par exemple de ne pas parler d'administratif, mais de me concentrer vraiment sur les sujets business, le positionnement, comment est-ce que tu définis des hypothèses de positionnement, comment tu testes ton offre, comment tu fais de la recherche client, comment tu définis un prix juste, quels sont les leviers sur lesquels tu peux appuyer, comment tu trouves des clients, comment tu gères une négociation commerciale, une proposition commerciale, comment tu crées de la récurrence, bref, tous les sujets en fait qui sont essentiels si demain tu veux vivre correctement, parce que c'est ça l'objectif, on l'oublie souvent, mais au-delà de retrouver du sens dans ton travail, etc. Le carburant d'un n'importe quel business, ça reste l'argent. Et pour ça, il n'y a pas non plus... si tu veux, il n'y a pas de gros raccourcis, il y a juste de la méthode. Et pour le coup, ces méthodes-là, elles peuvent être répliquées sur plein de métiers en freelance. C'est une problématique qu'on voit souvent dans pas mal de ces sujets. C'est-à-dire que tu regardes sur comment faire des vidéos YouTube et les gens vont dire « Ok, faut prendre telle caméra, faut utiliser tel logiciel de montage, voilà comment tu uploads sur YouTube. » Et en fait, personne ne te parle jamais vraiment de... Qu'est-ce que tu racontes dans tes vidéos et pourquoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que les gens les regardent. Tu veux chercher comment faire un site, on va te faire des tutoriels WordPress à gogo. Mais en fait, on ne parle pas vraiment de
comment est-ce que tu détermines de ta thématique, comment est-ce que tu te positionnes, comment est-ce que tu fais pour acquérir le trafic. Donc en fait, sur les freelances, c'est vachement plus facile de dire aux gens, bah voilà, comment vous faites pour devenir freelance avec les trucs qui sont des cases à cocher, des papiers à remplir. Et c'est beaucoup plus difficile de se dire, en fait, concrètement, en quoi est-ce que tu te différencies des autres freelances, en quoi est-ce que tu es meilleur, et surtout, comment est-ce que tu fais pour vendre et facturer et faire tourner de l'argent. Donc je pense que c'est effectivement un constat que moi aussi j'ai fait dans le milieu du marketing. C'est-à-dire que dans le marketing, on te fait, bah voilà, comment tu vas créer une page Facebook et comment est-ce que tu vas faire un site internet. Et en fait, à un moment donné, tu te rends compte, bah, ta page Facebook, personne n'y va. Et pourquoi est-ce qu'ils n'y vont pas? Parce que moi, ce que j'appellerais des leviers psychologiques, ou en tout cas les leviers de vente et de marketing, ils ne sont pas là, ce qui fait que tu ne peux pas attendre grand-chose. Donc finalement, toi, tu te positionnes en fait comme un espèce de livre de vente et de marketing, plus que sur l'angle des freelances en fait. Exactement. En fait, tu vois, j'aurais pu donner, par exemple, j'ai un chapitre sur ma manière de m'organiser et que tu connais aussi très bien sur notamment les plans de 90 jours. Ouais. En fait, là-dedans, j'aurais pu dire, voilà, j'utilise tel outil pour traquer mon temps, j'utilise mon Excel pour faire ça, voici à quoi ça ressemble, j'utilise Notion pour gérer mes clients. Mais en fait, une fois que tu as ça, oui, ok, mais en fait, comment est-ce que tu vas pouvoir, par rapport à ce que je suis en train de te raconter dans un livre, l'appliquer à une situation qui est particulière, qui est la tienne, parce qu'on n'a pas les mêmes clients, on n'a pas les mêmes approches. Et donc, l'idée, c'était de revenir un peu, tu vois, aux fondations et à pourquoi est-ce que je suis en train de te raconter ça et comment est-ce que tu peux te servir de ce principe-là pour l'appliquer et ne pas te retrouver bloqué à chaque fois que tu as une nouvelle situation qui n'était pas écrite dans le livre, tu vois. Et ça, je trouve que ça manque beaucoup parce que c'est toujours plus simple de dire, bah, pour trouver des clients, il faut faire ça, il faut que tu ailles sur tel site et que tu envoies ce mail-là, voici le template. Ok, mais en fait, quand tu as toujours des situations particulières et tu vois, tu peux pas juste copier-coller des choses. L'idée, c'est de comprendre pourquoi est-ce que en fait, dans ce mail-là, tu dois écrire ça, pourquoi est-ce que dans une proposition commerciale, il faut commencer par tel sujet avant d'amener le prix, comment est-ce que tu amènes le prix. Ça, c'est des sujets qui, pour moi, me paraissaient essentiels et que je retrouvais pas en fait. Donc c'était aussi l'idée de vraiment me focaliser là-dessus. Et mine de rien, c'est les sujets les plus compliqués aussi à partager parce que ça te demande beaucoup de recherche, beaucoup de travail. Et c'est pour ça aussi que ça a pris quasiment 12 mois sur 2020 pour écrire ce livre. Et c'est pas aussi tranché en fait. Je pense qu'une des raisons pour laquelle c'est plus facile de faire un tutoriel WordPress qu'un tutoriel marketing, c'est parce qu'un tutoriel WordPress, il est vachement tranché. C'est clique ici, installe ce plugin, voilà comment tu le paramètres, copie-colle ces trucs et tu peux suivre et à la fin, tu es garanti d'avoir un résultat. Si demain je te fais un tutoriel marketing sur comment positionner ton site pour que les gens viennent dessus, bah, d'un coup, à un moment donné, il va falloir que tu réfléchisses, quoi. Je ne vais pas te donner les étapes clés en main pour pouvoir le faire parce qu'à un moment donné, bah, si j'avais déjà trouvé toutes les solutions, le business, il existerait déjà. Tu vois. Donc, il y a vraiment un côté où les gens sont assez friands de ces conseils très techniques aussi parce que ça les évite de prendre cette responsabilité. Et d'un autre côté, c'est plus facile à faire parce qu'à partir du moment en fait, où tu dois donner ces conseils sur quelque chose qui n'est pas du étape par étape, il faut vraiment que tu réfléchisses. Et notamment, moi, là où j'ai passé énormément de temps sur le livre, sur le livre que moi j'ai écrit du coup, c'était pour trouver des exemples en fait. C'est-à-dire que tu peux expliquer un concept autant que tu veux, les gens vont jamais comprendre tant que tu n'as pas le bon exemple. Et moi ça j'ai trouvé sur YouTube, c'est-à-dire que chaque vidéo YouTube est centrée autour d'un bon exemple qui introduit un concept. Mais en fait si j'avais introduit ce concept sans l'exemple, les gens se auraient dit bah ça n'a pas grand intérêt ce que tu racontes, c'est tellement vague, je comprends pas ce que c'est. Mais si je leur donne un bon exemple qui illustre le truc, ça fait tourner leur cerveau. Et donc en fait dans le livre c'était que de trouver des trucs en me disant le positionnement. Ouais, c'est super le positionnement, etc. Moi, je comprends ce que c'est, mais personne ne comprend ce que c'est. Et donc, du coup, j'invente une espèce d'exemple ou une métaphore. Moi, j'avais la métaphore du camion à glace. Et si le camion à glace, il est au mauvais endroit et il est à un endroit où il n'y a personne, où il est en haut d'une montagne, personne ne veut de glace. Et en fait, le truc, c'est pas que les glaces que tu vends, elles sont pas bonnes. C'est qu'il faut descendre ton camion à glace et le mettre à côté d'une plage. Et tu vois, c'était vraiment entièrement de trouver les bons exemples, soit des métaphores un peu comme celle-là, soit d'aller chercher une entreprise qui a la bonne histoire ou trouver une entreprise qui a changé son positionnement ou soit trouver dans ma propre histoire à un moment. Tu vois. Et c'est du coup beaucoup plus difficile d'écrire ce type de contenu. Mais je pense que là où c'est gratifiant, et toi tu disais tu voulais pas parler d'outils comme Notion, etc., c'est que d'un point de vue stratégique, je pense que c'est une erreur d'écrire un livre qui va se périmer dans 1 an et demi ou 2 ans. Par rapport, si tu as pris 12 mois d'écrire un livre, tu as envie qu'il ait plus que 12 mois de vie. Et je pense que le livre, il faut le voir un peu comme étant une espèce de pierre angulaire de ton positionnement où les gens vont y revenir. Un mec auquel je pense, tu vois, dans cette mesure, c'est un gars comme Tim Ferriss, par exemple, où en fait, il a écrit 3 grands livres. Après, il a fait des livres qui étaient des compilations, mais il a écrit 3 grands livres qui l'ont un peu défini. Et ces livres, La semaine de 4 heures, ça a plus de 10 ans. Ou un mec comme Ramit Sethi, il a écrit un livre,
Et c'est bon, tu vois, il a défini, son site s'appelle le même truc que son livre et il le met à jour. Là, récemment, il l'a mis à jour, c'était 10 ans aussi, tu vois. Mais il a écrit un livre en 10 ans et il s'est dit, moi, je suis pas là pour écrire des livres. Moi, je suis là pour placer un livre comme étant une espèce de pierre angulaire de mon positionnement. Si vous découvrez mon site et que vous avez envie d'avoir la proposition de valeur en 300 pages, achetez mon livre et regardez-le. Et du coup, ça veut dire que dans son livre, et je pense que là où les deux ont des problèmes, et c'est pour ça qu'ils l'ont mis à jour, dans la semaine de 4 heures, si tu lisais la semaine de 4 heures il y a 3-4 ans, il y avait quand même des trucs qui étaient... Il parlait beaucoup d'outils spécifiques, aller sur tel site pour engager des Indiens pour faire votre travail. En fait, le site, il était dead ou des trucs comme ça, ou beaucoup d'outils qui étaient plus à jour. Et sur Amitié, c'est un peu moins le cas, mais il parlait aussi de pas mal d'outils et de fonds spécifiques, donc il était obligé de le mettre à jour. Moi, je me suis dit, il faut que j'écrive mon livre. Et chaque phrase, je me dis, dans 10 ans, est-ce que cette phrase, elle aura l'air périmée? Et donc, du coup, ça demande pas mal de finesse, tu vois, sur les exemples que tu choisis. Juste pour donner un exemple, il y avait une de mes formations où je prenais... que j'ai faite en 2016, et je prenais l'exemple de la campagne, c'était à l'époque Donald Trump contre Hillary, tu vois. Le problème, c'est qu'un an plus tard, déjà, ça datait, puisque la campagne Donald Trump-Hillary, les gens se souvenaient plus exactement de quels étaient les enjeux et tout, tu vois. Et c'était une erreur que j'ai fait attention à ne pas refaire dans le livre, ça. Non, mais c'est clair que... En fait, presque la difficulté, c'est d'avoir des bons exemples parce que tout le monde parle des mêmes exemples, tout le monde te donne les trucs un peu basiques. Et l'idée, c'est effectivement comment est-ce que tu trouves des exemples qui vont pas se périmer et qui surtout aussi sont extrêmement parlants. Et moi, tu vois, j'ai fait attention à mixer les exemples. C'est-à-dire que tu as à la fois des exemples qui sont extrêmement concrets et opérationnels de freelance. C'est-à-dire que quand je vais te parler d'une idée, d'un concept, en fait, je vais te montrer que c'est complètement applicable parce que moi-même je l'ai appliqué et puis d'autres l'ont appliqué et voici les résultats, mais aussi d'aller chercher des exemples un petit peu différents qui rendent ton livre unique. Tu parlais tout à l'heure du camion à glace. Moi par exemple sur le positionnement, un des gros exemples que j'ai utilisé c'est le violoniste Joshua Bells qui est un très très grand violoniste et qui avait fait une expérience avec je crois le New York Times dans une station de métro. Il a joué en fait le même concert qu'il jouait auprès de personnes qui étaient prêts à payer $300-400 la place. Il a fait le même concert dans une bouche de métro pour voir si est-ce que les gens en fait s'arrêtaient, étaient prêts en fait à l'écouter, à lui donner de l'argent, etc. Et en 1 heure, tu vois, il a récupéré quelque chose comme $25. Les gens en fait l'écoutaient pas. Et donc ça, tu vois, tu pars d'un exemple qui en plus te permet d'apprendre une histoire cool que tu retiens dans les bouquins, parce que moi tu vois les bouquins, si tu veux les méthodes, tu les connais quoi. Une fois que tu as lu 15-20 bouquins de business, tu les connais. Là où c'est intéressant, c'est qu'on t'amène des nouveaux exemples que tu n'avais pas encore en tête et qui te permettent justement d'appuyer ensuite une grande idée et tu vas t'en souvenir. L'idée c'est que moi j'aimerais bien que dans 1 an, 2 ans, que les indépendants qui ont lu ce livre là, quand ils se confrontent à une situation dans la vie réelle, se disent « Ah mais ça me fait penser à tel exemple que j'ai vu dans le bouquin d'Alexis qui parle de ça et effectivement en fait derrière ça me donne telle et telle idée pour rebondir sur la situation que je vis actuellement. » Et ça en fait c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense parce que quand tu lis un livre en tant que lecteur, globalement qu'est-ce qui va se passer? Tu vas regarder la couverture, tu vas dire « Ok, la couverture, le titre me parle, je regarde la 4e, ok, c'est un peu plus concret, j'ai envie d'aller un peu plus loin, tu lis l'intro, le sommaire, et ensuite tu vas lire le livre, tu achètes le livre, tu vas y passer, je sais pas, peut-être 4, 5, 6 heures. Et en fait, on se rend pas compte que toi, ça va être extrêmement fluide de lire. Tu vas dire, ah tiens, bonne idée, tu vas surligner des passages. Mais en fait, tu te rends pas compte de tout le travail qu'il y a eu avant pour t'amener tranquillement à une idée clé par chapitre, par exemple, à cet exemple-là qui va te permettre en fait de rester dans ta tête. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué qu'on le pense. Et moi, je l'ai compris en fait. Et maintenant, c'est marrant que je relis des livres business. Je me dis, ah ouais, effectivement, je comprends un peu mieux en fait le travail qu'il y a eu derrière pour justement que tu vois pas les fondations, que tu vois vraiment juste le travail fini qui est hyper propre et tu dis, ok, c'est fluide, c'est clair. Et ça, c'est en tout cas ce que j'ai essayé de faire dans mon livre. Moi, j'avais pris une page de mon parcours de copywriter qui était en fait de swiper, c'est-à-dire tu découvres une page qui t'intéresse et tu vas la décomposer, tu vas comprendre qu'est-ce qu'il met en introduction, qu'est-ce qu'il met en accroche, comment est-ce qu'il progresse, où apparaît le nom du produit, où apparaît le sommaire, la proposition de valeur, combien de fois est-ce qu'elle est répétée, quels sont les bullet points, quelles sont la garantie, comment est-ce que ça se termine, etc. pour comprendre vraiment tous les ressorts. Et j'avais fait le même travail en fait sur des livres connus comme La Semaine de 4 heures. Je voulais comprendre, en fait, je voulais désosser La Semaine de 4 heures et pas le voir comme étant un lecteur lambda, ce qui est ce que j'ai vu la première fois, mais essayer de comprendre en fait la construction que lui il a eue, c'est-à-dire quelles sont les histoires qui sont venues. Est-ce que l'histoire, il la met et il te donne l'histoire de A à Z, ou est-ce qu'en fait, il la coupe et il te donne la réponse à la fin du chapitre pour avoir une espèce d'open loop, un suspense. Et j'avais été analysé pas mal de bouquins comme ça. Il y en avait un autre qui avait été très utile. C'est L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson, qui est une personne que je suis depuis très longtemps. Et donc, du coup, j'avais toujours eu un lien particulier avec ce gars-là. Et il a fait ensuite un best-seller mondial énorme qui a cartonné pour tout le monde.
Et surtout, ce que je trouve intéressant dans son bouquin, c'était qu'il avait fait un livre de dev perso qui avait parlé à tous les gens qui n'aiment pas le dev perso. En fait, je me suis dit, comment est-ce qu'il fait? Comment est-ce que ces histoires sont avancées? Et en fait, comment est-ce qu'il fait? C'est en grande partie parce qu'il va dans les premiers chapitres prendre entièrement à contre-pied les clichés que tu attendrais. Donc en fait, le dev perso, bon, si tu regardes un Tony Robbins, c'est toujours, je me souviens de Tony Robbins, il y a ce bouquin, c'est l'histoire d'un mec qui faisait de la moto et un jour il a eu un accident horrible, il était paralysé, il était défiguré, il pouvait plus rien, mais grâce à la force de sa volonté, il est devenu multimillionnaire. Et ça, je pense que c'est véridique, c'est dans un bouquin de Tony Robbins, plus ou moins à peu près. Et en fait, du coup, Mark Manson, il va se dire, ok, comment est-ce que je fais pour frapper un gros coup dans mes premiers chapitres de mon introduction, en te racontant un truc qui va à l'encontre de ce que tu t'attends, mais qui en même temps te donne une petite leçon. Et en fait, on en revient à la même leçon, mais qui est axée sous l'autre. Et par exemple, il a dans son premier chapitre, je crois, l'histoire de Charles Bukowski, qui était un fameux auteur américain, notoirement alcoolique, un mec qui a jamais complètement géré sa vie et qui a fait... Qui a foutu le bordel, et dont apparemment l'épitaphe qui était sur sa tombe, c'était Don't try, n'essayez pas. Et en fait, du coup, c'est son premier chapitre, il ne faut pas essayer, et si vous essayez trop, c'est pas bien. Et du coup, c'est totalement à l'inverse. Tu vois. Je me suis dit, tiens, ok, qu'est-ce que tu attends dans un livre de business, un livre d'entrepreneuriat, et comment est-ce que moi j'essaye de te prendre au contre-pied de ça, par exemple en insistant et en faisant tout un patapouf, comme quoi, en fait, l'idée, elle n'est pas importante, et que c'est pas ton idée qui compte, etc. Et que de toute manière, tout le monde a des mauvaises idées, que tu commences toujours avec une mauvaise idée, que c'est uniquement les gens qui sont en fait un peu dans le game, qui trouvent les idées. Tu vois, comment est-ce que tu prends à contre-pied? Et du coup, tu vas aller faire ce travail-là, et en fait, quand tu lis le bouquin pour la première fois, c'est juste un bouquin cool et original, et tu te dis, putain, c'est cool, il y a une bonne énergie et tout. Et en fait, tu te dis... Cette anecdote, elle n'est pas arrivée par hasard. Le mec, il s'est assis, il s'est dit, ok, stratégiquement, j'ai différentes anecdotes. Comment est-ce que je commence par celle qui est peut-être la plus surprenante, l'histoire la plus inattendue, pour vraiment accrocher l'attention? Et je pense pour désamorcer ce côté, des attentes, tu vois, le côté du dev perso, c'est un peu cliché. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Et en fait, lui, il a réussi à choper les gens qui n'aiment pas. Mais tu vois, par exemple, moi, c'est exactement comme ça que j'ai pensé. L'introduction et les 2 premiers chapitres, je les ai peut-être réécrits 3 fois pour essayer d'avoir un angle bien précis. Et tu vois, j'aurais pu commencer le livre en disant vous avez fait le bon choix, vous faites partie tu vois, des nouveaux visionnaires, des gens qui sont en dehors du système, un peu à le bouquin qui s'appelle Unscripted, qui commence un petit peu comme ça de MJ de Marco, je crois. Et tu vois, qui commence en mode voilà, vous avez cassé les codes, félicitations. Et en fait, non, le titre de l'introduction s'appelle Pourquoi la majorité des freelances échouent, tu vois. Ouais. Et en fait, là, l'idée, c'était de prendre le contre-pied. Alors, moi, du coup, j'ai décidé de prendre le contre-pied avec une étude que j'avais trouvée, notamment de l'INSEE, donc d'essayer d'avoir une sorte de gros statut de crédibilité dès le démarrage pour se dire, ok, en fait, là, ce qu'il est en train de nous raconter, ça prend un contre-pied sur l'idée initiale que j'avais en démarrant le bouquin, et du coup tu arrives à accrocher en fait les premiers chapitres facilement, et derrière tu peux dérouler ensuite ce que tu as envie de raconter, les arguments que tu as envie de pousser. Mais effectivement je me souviens quand on avait enregistré sur Tribu Indé notre échange il y a quasiment 1 an, au moment où toi tu sortais ton livre. Je me souviens que tu m'avais parlé du fait d'avoir un petit peu étudié les bouquins. Et c'est en fait, j'ai repris ton conseil que tu m'avais donné à l'époque il y a 1 an, et en fait, j'ai aussi fait cette partie-là de savoir un petit peu comment les idées étaient amenées. Est-ce que en fait, tu démarres tout de suite avec l'idée clé et ensuite tu déroules des histoires, etc. Est-ce que tu commences par un début d'histoire pour amener ta thèse, et ensuite tu as des différentes idées qui vont sous-tendre ta thèse du chapitre, puis la thèse globale du livre? Et donc, ouais, tout ça, en fait, ça a été un travail de recherche. Et tu vois, moi, si tu veux, tout ce travail de construire une thèse, de construire un positionnement sur le livre, de construire la colonne vertébrale du livre avec le chapitrage, etc. C'est presque un travail qui m'a demandé quasiment 4 mois. En fait, l'écriture, juste par exemple la V1 m'a pris quelques semaines, mais vraiment la construction de la colonne vertébrale, du squelette du livre, de trouver les bonnes histoires, les bonnes idées, ça c'est toute la phase de recherche que j'ai menée avant d'écrire, parce que je voulais pendant l'écriture ne pas trop passer de temps sur la recherche, de refaire des recherches et d'être vraiment concentré sur l'écriture. Et en fait, ça c'est presque le temps qui prend le plus de temps quand tu écris un livre. Ouais. Et du coup, tu as passé combien de temps sur la réécriture? Moi, c'est un point qui m'a vraiment... j'ai passé beaucoup de temps sur la réécriture et les relectures de ce livre.
Écoute, en tout, sur la totalité du livre, à l'heure où on se parle, j'ai passé un peu plus de 450 heures sur le livre, donc ça comprend aussi le marketing, parce que moi, du coup, j'ai vraiment géré tout seul. Et puis, il y a aussi dedans les 2 grosses parties, il y a le marketing, et puis j'ai travaillé avec un groupe de bêta-lecteurs qui m'accompagnait sur tout le livre, et donc il y avait une sorte d'animation aussi de cette micro-communauté-là avec laquelle il a fallu communiquer. Et je te dirais que la relecture m'a pris plus de temps que l'écriture. L'écriture, j'ai dû y passer peut-être 60 heures, 70 heures sur la V1 et sur les plusieurs versions. Là, je crois qu'on est à la version 6, tu vois, au moment où version 6 ou 7, quand le livre sort. Et j'ai dû passer quasiment le double. J'ai au moins dû passer 120, 130, 140 heures dessus. Parce que c'est assez dingue, tu vois. Tu te dis, une fois que tu as fait une V1, en fait, t'as tout donné, quoi. T'as tout donné, tu peux pas faire mieux. Les exemples, c'était les bons exemples, les phrases étaient parfaites, etc. Et tu dis, bon, bah c'est fini, quoi. Je vais juste le relire vite fait. Et en fait, t'as toujours des trucs à changer. Et puis moi, du coup, je me suis basé sur il y a une vingtaine de personnes qui ont relu entre 1 et 3 chapitres du livre à chaque fois. Donc chaque chapitre a été au moins relu par 2 à 3 personnes, ce qui fait qu'en fait il y avait toujours des choses que je pouvais améliorer, où je pouvais aller un peu plus loin. Le livre était bien, mais moi mon idée c'était d'en faire un livre effectivement comme toi, tu vois, qui soit le plus intemporel possible, qui dure le plus longtemps et surtout qui s'installe comme une référence à 1 an, 2 ans. Et donc je voulais avoir quelque chose d'extrêmement unique. Et en fait ça demande beaucoup de temps sur la réécriture. Ouais. Du coup, parle-moi des bêta-lecteurs. Comment est-ce que tu les as sélectionnés? Et du coup, ils n'avaient pas le livre entier, ils avaient juste chacun 1 ou 2 chapitres à lire? En fait, il y a eu différentes phases. J'ai commencé à me poser la question. En fait, Tribu Indé, à la fois le podcast et puis ce que je crée à côté, c'est quand même un projet assez communautaire. Tu vois, la partie freelancing qui représente aujourd'hui 70%, 80% de mon business, c'est quelque chose d'assez solitaire. Qu'on le veuille ou non, t'es pas considéré comme un salarié et t'es pas considéré comme faisant partie d'une équipe chez tes clients, donc c'est assez solitaire. Et Tribu Indé à côté, tu vois, et le bon équilibre en ayant un projet un peu plus communautaire que je peux partager avec d'autres personnes. Et je me suis dit, est-ce que ce livre-là, je peux pas aussi essayer d'y inclure un petit groupe qui suit Tribu Indé depuis longtemps pour un petit peu leur montrer d'abord les coulisses du livre et surtout en fait me permettre d'avoir des relecteurs et des gens qui sont aussi indépendants et qui ont du coup un regard aussi différent sur ce que je peux proposer dans le livre, parce que le livre je l'écris pas pour moi et pour me faire un kiff, même si c'est un beau challenge perso, mais je l'ai surtout fait pour que ça soit actionnable et que ça serve à des gens. Et donc quel est le meilleur moyen d'être sûr que ça serve à des gens? C'était en fait de faire participer collectivement une trentaine d'indépendants. Du coup ce que j'ai fait c'est que je m'étais arrêté sur 30 parce que je trouvais que 30 personnes c'était le maximum que je pouvais gérer en plus d'écrire un livre, et donc en fait j'ai fait une sorte d'appel à l'action en disant voilà, j'ai 30 places et pour le coup j'ai pas fait de sélection, tu vois, il n'y avait pas de questionnaire à remplir, j'ai vraiment fait par ordre d'arrivée. Donc j'ai pris les 30 premières personnes et il se trouve que pour le coup c'est aussi un coup de chance. J'ai eu différents niveaux de maturité en freelance. Tu vois, dans le groupe, j'ai eu des salariés qui voulaient se lancer en freelance, j'ai eu des tout jeunes freelances qui se sont lancés en 2020, j'ai eu des freelances qui avaient 1, 2, 3 ans d'expérience et j'avais aussi quelques freelances qui avaient plus de 5 ans d'expérience. Donc en fait, tu vois, ça m'a permis aussi de leur donner des chapitres qui étaient plus ou moins stratégiques par rapport à tel et tel sujet à différents freelances. Et donc en fait, il y a à peu près un peu plus de 25 personnes qui ont relu une partie du livre. Tu as 3 personnes qui ont relu l'intégralité du livre. Et là, c'était pour avoir un regard un peu plus externe en disant est-ce que le livre est cohérent, est-ce qu'il se tient, est-ce qu'on s'ennuie pas, est-ce qu'il y a du rythme, et est-ce qu'en fait on retient facilement les grandes idées que j'ai envie de faire passer dans le livre. Et ensuite, à la marge et vraiment dans le détail, tu avais entre 1 et 3 chapitres qui étaient distribués aux bêta-lecteurs volontaires. Et là, derrière, je leur avais préparé une sorte de document de relecture. Parce que là aussi, tu vois, le risque, c'est que quand tu le fasses relire aux gens, les gens vont dire « Ah, c'est bien » ou « Ah, c'est chouette, là, je me suis un peu ennuyé, je retrouve pas les idées. » Et en fait, tu te retrouves avec ça, tu te dis « Bon, ok, qu'est-ce que je fais ?» Donc là, j'avais créé une sorte de petit questionnaire avec plein de questions sur à ton avis quelle est la grande idée du chapitre, quelles sont les sous-idées, qu'est-ce que tu retiens, si tu devais résumer le chapitre en 3-4 phrases, est-ce qu'il y a des moments un petit peu creux, pourquoi ces moments-là, qu'est-ce que tu aurais aimé retrouver que tu n'as pas retrouvé dans le livre, etc. Et donc tu vois, ça leur demandait aussi un peu de temps, mais l'avantage c'est qu'ils avaient aussi une grosse overview globale du livre, parce que en fait, tous les jours, quasiment, je communiquais sur ce qui se passait, à la fois les échanges que je pouvais avoir avec mon éditeur, là où est-ce que j'en étais aussi sur le chapitrage, par exemple. Tu vois, quand j'étais sur la phase d'écriture, quand par exemple, je disais, voilà, là, je vais attaquer un gros sujet qui est le positionnement sur plusieurs chapitres. Je vous donne juste ça, je vous donne pas plus d'infos,
à quoi ça vous fait penser, qu'est-ce que vous aimeriez retrouver dans ce livre-là, etc., dans ce contenu. Et donc moi, en fait, j'avais déjà fait ma phase de recherche en amont, à la fois avec des calls, mais aussi avec mon expérience, avec toutes les rencontres que j'ai pu faire et puis ce que j'ai pu tester. Mais du coup, ça me permettait de voir si ce que moi j'avais réfléchi, pensé de mon côté était cohérent avec ce qu'une vingtaine de freelances attendaient d'un chapitre, par exemple, ou de plusieurs chapitres sur le positionnement. Et donc, ça m'a permis aussi d'affiner ça avant même de me mettre sur l'écriture, et ça me permettait, tu vois, d'avoir un peu des deadlines, quoi. Globalement, il fallait que je dise, voilà, là j'ai avancé sur ça, maintenant on passe à ça, etc., pour essayer un peu d'animer tout ça. Et puis il y a eu un certain nombre on a fait beaucoup de lives, de réunions à la fois pour déterminer les titres, les couvertures, pour la partie promotion aussi. Donc je les ai vraiment essayé de les inclure au maximum dans ce projet de livre. Donc c'est pas un livre qui est coécrit, puisque je suis quand même le seul à l'avoir écrit, mais en tout cas il a été co-construit avec une trentaine d'indépendants. Moi, j'avais uniquement fait relire à mon équipe. Par contre, du coup, l'approche que j'avais, ça a été plus direct. Je leur filais juste le Google Doc et mettais en commentaire. Et là, c'était intéressant parce qu'il y avait vraiment des retours très, très spécifiques. Genre, parfois, je faisais une petite référence à un truc. En fait, dans ma tête, c'est une référence qui était claire. Mais si une personne de mon équipe ne le comprenait pas, j'avais l'avantage que tu vois, les gens de mon équipe, c'est tous des gens que je connais. Je sais qu'ils sont super intelligents, ils sont super smart, ils ont beaucoup de contexte, etc. S'il leur manque un truc, une référence, etc., c'était directement clair que c'était pas bon. Mais du coup, phrase par phrase, tu vois, j'avais un truc de là, ta phrase, elle est pas super claire, on sait pas exactement à quoi tu fais référence, ou je pense que ton idéal pourrait être mieux. Effectivement, ça avait apporté énormément. Ils avaient aussi un Google Doc. Ouais. Ils avaient aussi tous les Google Docs, donc en fait, j'avais une double. J'avais une double. Donc en fait, ils avaient à la fois. aussi un retour graduel, phrase par phrase. Là, exactement. Je comprends pas trop ce que tu veux dire. Ok. Ouais, exactement. Ça c'est efficace aussi en termes d'expression pour pouvoir comprendre les phrases qu'il faut retravailler plus spécifiquement. Et sur un point annexe, on a travaillé avec le même éditeur. Dans quelle mesure est-ce que Erol, ils t'ont fait des retours en fait sur le livre? C'est une bonne question. Écoute, alors je sais pas comment ça s'était passé pour toi, mais moi globalement je leur avais envoyé, je crois, les 2 premiers chapitres au moment où j'étais en train d'écrire, donc c'était pas vraiment c'était pas les versions définitives parce qu'elles n'avaient pas été encore relues par les bêta lecteurs. Mais là-dessus, tu vois, c'était plus pour valider que globalement que ça déroulait, que leur style correspond à ce que tu leur as vendu. Exactement. Sachant que moi, en fait, l'avantage, c'est qu'ils sont venus me chercher. Donc, tu vois, le rapport de la relation qu'on pouvait avoir était peut-être un peu différente, dans le sens où moi, je leur avais aussi imposé un style. Je voulais pas un style trop littéraire comme ils peuvent avoir sur certains livres business chez Erol. Je voulais garder le style un peu web aussi, même si c'était un livre. Donc, tu vois, là-dessus, en fait, ils m'ont pas fait tant de retours que ça sur la partie vraiment le fond. Aussi parce que je pense que le groupe de bêta lecteurs, si tu veux, moi j'attendais pas qu'ils me challenge vraiment sur le fond, sur les principes en freelance, parce qu'ils sont pas les plus pertinents à mon avis là-dessus. En revanche, ils m'ont fait pas mal de retours sur tu vois, sur la forme, c'est-à-dire est-ce que les parties, tu vois, est-ce que les grandes parties, les sous-parties sont cohérentes, est-ce qu'il y a un bon équilibre aussi entre les chapitres dans le livre. Donc ils ont plus travaillé là-dessus, et tu vois, chaque chapitre est aussi construit visuellement. Il y a pas mal de schémas, de hiérarchie avec des idées clés, des points d'étape, etc. Donc là-dessus, ils ont beaucoup plus travaillé sur ça que sur vraiment le fond pur et dur de ce que je disais. Bien sûr, il y a eu aussi toute la syntaxe et puis l'orthographe qui a été revue, mais j'avais pas tant de retours que ça, puisque le livre a été déjà révisé plusieurs fois, quoi. Parce que chez moi, ils sont passés de... Je leur envoie le truc et ils vont dire « Ok, on va travailler sur l'orthographe. » Moi, il n'y a pas eu beaucoup de reviews. Je ne sais pas s'ils ne voulaient pas me challenger dessus ou s'ils ne voyaient pas de quoi faire ou s'ils voulaient expédier la timeline, etc. Mais ils m'ont pas beaucoup challengé. Donc, j'étais content, moi, d'avoir mon équipe qui avait bien fait le truc. Et au contraire, c'est moi qui ai mis les freins sur le processus d'édition. J'aurais fait « Écoutez, là, vous êtes en train de faire l'orthographe sur des trucs. Moi, je voulais envoyer pour avoir vos retours, mais moi, je n'ai pas fini de le retravailler. » Donc, il y a eu un petit peu de... J'étais un peu surpris en fait, je m'attendais tu vois, à ce qu'eux ils me fassent plus de retours phrase par phrase, chapitre par chapitre, tiens là tu pourrais changer ci, ça, et au final non, ce que je leur ai envoyé ça leur allait. Alors je sais pas si c'est parce que ils n'avaient pas l'habitude de ce que ça soit aussi abouti, peut-être que tu vois, j'ai passé tellement de temps à travailler dessus avec mon équipe en interne avec des retours que finalement c'était plus abouti, il n'y avait pas de trucs évidents qui étaient mauvais pour eux à me faire remonter, mais finalement je me suis dit ils l'ont accepté assez vite, quoi. Ils étaient assez contents de ce que je leur ai envoyé. Du coup, après, bon, il y a tout. Pour le coup, il y a beaucoup de modifications sur l'orthographe et la syntaxe.
de savoir s'il faut mettre un tiret entre email, et mail. Moi, je le retirais à chaque fois. Eux, ils le remettaient, moi, je le retirais à chaque fois. Parce que j'en voulais pas. Je voulais pas non plus capitaliser Internet. Voilà, donc c'est... Non, mais c'est vrai que c'était une remarque d'ailleurs que j'avais faite à Florian. Je lui ai dit, mais vous avez fini de la relecture parce que je vois pas beaucoup de commentaires sur le fond. Et en fait, si tu veux, lui m'a dit, en fait, à posteriori, tu vois, il me l'a dit, en fait, on était assez confiants sur la qualité que tu pouvais délivrer parce qu'on avait l'avantage de voir ce que tu avais déjà pu faire ailleurs, sur le podcast, dans les newsletters, etc. Une partie de l'équipe suivait en fait la newsletter, etc. Donc, si tu veux, ils étaient assez confiants sur le fond. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est que en fait, on n'est pas les plus pertinents pour juger si ce que tu es en train de raconter, par exemple sur le positionnement, c'est vraiment véridique parce que en fait, c'est pas notre sujet. Et donc, c'est moins le rôle de l'éditeur. Mais effectivement, tu vois que tu n'as pas du coup une petite équipe sur laquelle tu peux te reposer pour relire le livre, pour être sûr que chaque exemple est bien choisi, etc. Mais en fait, tu as un gros stress quand tu sors le livre parce qu'il n'a pas non plus été... corrigé de manière approfondie par des experts du métier. Et donc je pense que tous les deux on a pas eu ça, on a eu la chance d'être entourés pour la construction du livre. Mais effectivement, quand tu es un auteur qui bosse un peu, tu vois, un peu le cliché, mais qui bosse dans son coin sur son livre pendant 6 mois, qui l'envoie à son éditeur et qui sort publiquement et t'as pas trop eu de retour, je pense que c'est beaucoup plus stressant que ce qu'on a pu vivre nous. Je sais pas si c'est une différence entre la culture d'édition américaine. Peut-être que moi, mes références étaient trop américaines en fait. Quand les auteurs américains ils disent « Je travaille avec mon éditeur, il avait 1 milliard de retours, et je l'ai envoyé à mon agent qui avait aussi des retours. » Peut-être tu vois que c'est aussi ce côté-là. Ouais, effectivement. Je pense que du coup, c'est vraiment essentiel dans cette dynamique-là de travail. T'as pas cette personne qui va venir te challenger sur les éléments et tu as besoin d'avoir quelqu'un qui peut le faire ou un groupe de personnes qui peuvent le faire. Je pense que sinon, c'est trop compliqué. Tu passes trop de temps sur le livre pour pouvoir avoir du recul dessus. Et en fait... si tu étais livré à toi-même, tu arrêterais de travailler dessus après une relecture ou deux, parce qu'au bout de 2 relectures, le truc il t'a gavé déjà. Et pourtant, effectivement, ces 4e, 5e, 6e relectures vont apporter une vraie valeur ajoutée. Un point que je voulais voir avec toi, c'était la question du titre. Comment est-ce que tu as trouvé ton titre et comment est-ce que tu es arrivé à cette décision-là ? C'est une bonne question parce que... pareil, là aussi, on ne s'en rend pas compte, mais en fait, moi, j'ai senti qu'il y avait une vraie pression sur le titre. À la fois, moi, je me suis mis une pression parce que j'avais compris que le titre jouait quand même beaucoup, en tout cas dans le démarrage du livre. Et puis, j'ai senti aussi que côté édition, c'était un vrai sujet. Et que c'est un sujet qu'on a pris très, très vite. J'avais quasiment... en fait, je venais de commencer l'écriture et déjà, il fallait que je trouve le titre du livre. Et donc là, je me suis dit, tu as 2 choix. Soit tu fais comme la plupart des auteurs et tu essayes de... par rapport à ce que tu es en train de raconter, d'avoir un truc un peu sexy, de réfléchir un peu à l'intuition sur ce que tu peux avoir, soit j'ai essayé de trouver une méthode qui me permette de baquer un maximum le titre final. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les 60-70 meilleures ventes sur Amazon et puis les livres, tu en as une partie derrière moi, une partie des livres que moi j'avais lus et que je trouvais intéressants sur les titres. Je les ai rentrés dans un Excel titre plus sous-titre et j'ai utilisé une méthode d'un auteur américain qui s'appelle Tucker Max, qui donnait un certain nombre de méthodes, d'idées pour trouver des titres. J'en ai sélectionné 10. Donc tu vois, par exemple, tu avais utilisé des chiffres, utilisé une métaphore, parler tout de suite du bénéfice dans le titre du livre, mettre directement la problématique. Bref, un certain nombre de méthodes. Il y en avait 10. Et ce que j'ai fait, c'est que pour chacun des titres sur les 70 que j'avais sélectionnés, d'essayer de voir quelles ont été les méthodes qui ont été utilisées pour ensuite avoir une sorte de pattern commun, de me dire est-ce qu'il y a des choses qui reviennent le plus, pourquoi est-ce que ces choses-là reviennent, est-ce que ça appartient à une catégorie particulière de livres, est-ce que ça correspond à ce que je peux faire. Et en fait, le fait de faire ce travail-là, ça m'a permis, quand j'ai commencé à me dire ok, quels sont les titres que je peux essayer de tester sur mon livre, de ne pas partir d'une feuille blanche, mais plutôt de partir de méthodos et d'une sélection de 2-3 méthodes que j'avais revues et que j'avais vues plusieurs fois sur les bouquins pour commencer à trouver des titres. À partir de là, du coup, j'avais trouvé une grosse quinzaine de titres, parfois des petites variantes, parfois des choses qui n'ont rien à voir. Et ce que j'ai fait, c'est que ces titres-là, je les ai soumis à ce groupe de bêta-lecteurs avec qui on a fait plusieurs réunions, à la fois d'abord avec du quanti, où en fait je leur demandais est-ce qu'il y avait des titres qui ressortaient, pourquoi aussi, donc là avec plus du qualitatif, pourquoi est-ce que ces titres-là vous parlent plus que d'autres. Et ensuite on a un petit peu mis tout ça en commun pour essayer d'en reparler un petit peu en live sur un Zoom, sur plusieurs réunions. J'ai retravaillé tout ça, on est retombé sur 4-5 titres. Et ces 4-5 titres-là,
j'ai voulu aller un peu plus loin que juste 25 personnes et de me dire profitons de la communauté Tribu Indé pour soumettre ces titres-là. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai soumis ça à la fois sur du questionnaire quantitatif. Donc en fait, sur les 4-5 titres, quels sont les 2 titres qui ressortaient le plus et surtout pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous évoque quand vous lisez ce titre-là, qu'est-ce que vous attendez derrière sur le contenu du livre ? Et derrière, j'ai essayé de les incentiver en leur disant si vous répondez au questionnaire, globalement, je vous envoie aussi la méthode par laquelle je suis passé pour écrire, pour trouver ces titres-là. Donc, ce qui m'a permis de récupérer plusieurs centaines facilement de réponses. Et là-dessus, il y a 2 titres qui sont ressortis. Et ces 2 titres-là, plutôt que de me dire est-ce que je m'arrête là, il y a notamment un titre qui est le titre final, Freelance, l'aventure dont vous êtes l'héros, qui était d'ailleurs le titre que je préférais, était celui qui était le plus ressorti. Et j'ai fait une dernière étape où j'ai testé un peu la manière de Tim Ferriss qu'il avait fait en faisant de la publicité sur Google. Moi, j'ai fait de la publicité sur Facebook pour tester le titre. Et donc, en fait, j'ai repris les 4 titres que j'avais et j'ai testé sur 2 audiences différentes. Et l'idée, c'était de voir un petit peu le taux de clic, qu'est-ce qui cliquait le plus. Donc il n'y avait pas de capture d'email, enfin c'était du bonus si les gens s'inscrivaient, mais je voulais juste voir en fait qu'est-ce qui a attiré le plus l'attention. Donc j'avais créé une fausse couverture un peu à l'image avec le branding de Tribu Indé, donc c'était pas celle-ci, et puis de voir un petit peu ce qui marchait. Ce qui fait que en fait, in fine, avec toutes les méthodes que j'avais utilisées, Freelance, l'aventure dont vous êtes l'héros est le titre qui est ressorti le plus. Et si tu veux, ça m'a conforté dans l'intuition que j'avais, qui était que ce titre-là en fait à la fois me parlait, reflète très bien aussi le contenu du livre, la manière dont je parle dans le livre, et puis t'as un titre qui était très différenciant par rapport à ce qu'on peut trouver. Donc voilà un peu, tu vois, les 4 grosses étapes que j'ai utilisées pour le titre. Et si on revient à l'étape de la méthodologie de Tucker Max et au pattern que tu avais trouvé, grosso modo, le pattern que tu avais trouvé, c'était quoi ? Généralement, ce que tu remarques, c'est que tu as beaucoup de titres de livres qui utilisent par exemple des nombres. Donc, soit en ayant un bénéfice, tu vois, je sais pas, gagner X minutes, gagner X euros ou les 3 méthodes, etc. Donc ça revenait souvent. Et sinon, t'avais, le deuxième point, c'était souvent tu avais de la métaphore ou alors tu avais un bénéfice. Donc par exemple, tu vois, tu avais un bénéfice sur dès le titre du livre, on te donnait en fait le bénéfice du livre. Donc je sais pas, par exemple, ça pourrait être en freelance, un des titres c'était gagner votre vie en freelance. Ça aurait pu être un titre avec un bénéfice directement. C'est les 3 titres qui revenaient souvent. Moi, tu vois, quand j'ai réfléchi au titre L'aventure dont vous êtes le héros, je voulais un truc aussi un peu plus sexy, parce que je trouvais, justement en analysant tous ces titres-là, que la plupart des titres étaient quand même extrêmement, tu vois, assez universels, quoi. Assez plat, il manquait un truc un peu sexy sur un livre business, où en fait le livre business peut aussi être un truc cool à lire. C'est pas juste un truc où ok, c'est pour l'apprentissage, c'est pour me former, etc. Tu peux passer un bon moment en lisant un livre business. C'est pour ça que tu vois, j'ai rajouté des mots aventure, héros, qui sont en fait des mots un peu plus doux, un peu plus et que tu retrouves pas forcément toujours dans des livres business. Donc toi, tu te classes dans la catégorie de la métaphore, du coup. Un petit peu, ouais, complètement même. Ok. Je voudrais parler aussi un petit peu de ta carrière de freelance. C'est un truc dont on n'a jamais beaucoup parlé ensemble. Du coup, t'as le podcast Tribu Indé, t'as le livre, mais t'as évoqué tout à l'heure que le plus gros aujourd'hui de tes revenus, c'est le freelancing que tu fais directement, que t'es copywriter. Concrètement, quel est ton service, ou en tout cas, comment est-ce que tu le pitches quand tu rencontres quelqu'un ? Aujourd'hui, ce que je fais, c'est effectivement, j'ai commencé ma carrière en freelance, je faisais beaucoup de content marketing, donc c'était beaucoup d'articles très long format, de livres blancs, de ce qu'on appelle des pillar pages, notamment pour des entreprises B2B, et au fur et à mesure, je me suis redécalé, je me suis repositionné sur des sujets vraiment de copywriting, très liés à la conversion, à la fois sur de la refonte de pages sur un site internet, de la refonte de landing page, la refonte de funnels de vente sur des boîtes B2B ou de séquences email côté sales. Ça, c'est ce que je vends aujourd'hui à des entreprises. 90% sont des entreprises B2B, souvent des entreprises très tech avec du SaaS, parce que en fait, c'est ce que je connais, c'est comme ça que j'ai commencé. Moi, j'ai commencé dans ma carrière pro, je l'ai commencé. Alors, avant, j'ai fait de l'audit et du conseil en costume cravate à la Défense il y a 5-6 ans. Et puis, mais si tu veux, mon vrai pied dans le milieu entrepreneurial, dans l'écosystème startup, etc., il s'est fait dans des boîtes très tech. Tu vois, j'ai bossé pour une boîte qui faisait du data storytelling, de l'analyse de données sur des reporting pour des C-level. Donc, tu vois, c'était un milieu que je connaissais. Et donc, aujourd'hui, c'est comme ça que c'est là-dessus que j'accompagne mes clients. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a assez peu d'informations sur moi en freelance.
Tu vois, aujourd'hui, tout est rapatrié sur Tribu Indé. Normalement, quand tu tapes mon nom, tu tombes directement sur Tribu Indé. Ce qui fait que le pitch, il est plutôt... et tu vois, tout ce que je fais, les use cases, etc., tout passe un peu en sous-marin, un peu à la demande. Tu vois, rien n'est public sur la partie freelance parce qu'aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de recommandations à la fois de clients. Et en fait, Tribu Indé, mine de rien, m'apporte beaucoup de clients et notamment de referrals par rapport aux auditeurs du podcast, puisque en fait tous les auditeurs du podcast et toutes les personnes qui suivent l'aventure Tribu Indé sont des freelances et donc sont aussi pour moi des alliés qui n'hésitent pas à me recommander sur soit chez leurs clients, soit quand ils ont des missions qu'ils peuvent pas prendre. Donc aujourd'hui ça vient beaucoup comme ça, là où au début c'était pas mal de prospection. Avant il y avait un site Alexis Minkela avec ce que je proposais et puis donc tu as volontairement retiré le site. Ouais. Exactement parce qu'en fait la réalité c'est que ça aussi c'est une idée que tu peux avoir où tu dis c'est compliqué de trouver des clients, il va falloir trouver des clients, je sais pas comment je vais faire. En fait la réalité c'est que t'as pas besoin non plus d'avoir 50 clients par an pour très bien vivre en freelance. C'est un modèle qui est assez qui a très peu de coûts structurels et donc tu vois moi aujourd'hui je peux pas prendre plus de 3 clients grand max en même temps parce que en plus de Tribu Indé je peux pas sur le type de mission que je fais je peux pas prendre plus. Donc en fait tu vois quand tu as besoin d'avoir 2-3 clients, j'ai pas besoin d'avoir un site, d'avoir de l'inbound via le site, je préfère marcher à la recommandation ou alors moi aller chercher des clients directement. Ça a beaucoup plus, je gagne du temps, 2 ça m'évite de passer du temps sur un site et je préfère mettre cette énergie là justement sur Tribu Indé qui est aussi en fait mine de rien aujourd'hui une vitrine même pour mes clients, même si je m'adresse pas à la même cible, les clients peuvent voir aussi ce que je peux faire, ce que j'ai fait depuis 2 ans et mine de rien ça joue sur la jauge de crédibilité que je peux avoir sur le sujet, même si effectivement je suis pas en train d'apprendre à des freelances à faire du copywriting, ça joue pas mal. Donc tu dis que tu as environ 3 clients en même temps, une mission ça dure environ combien de temps ? Écoute, c'est très variable, tu vois. Si par exemple il faut mettre en place, je sais pas, 3 landing pages une par segment client. Et ça, tu vois, il y a une phase de recherche qui dure généralement entre 2 et 3 semaines, selon le niveau de maturité de l'entreprise, à la fois de la recherche en interne chez eux, de récupérer les calls clients, les démos des sales, etc., faire un peu de recherche client. Donc ça, tu comptes 2-3 semaines. Et puis ensuite, en fait, la partie copie pure, elle peut aller assez vite, selon aussi les retours qu'on peut avoir. Moi, je m'occupe pas de l'implémentation, donc en fait, tu vois, mais si tu veux, les livrables finaux que je donne aux clients, c'est à la fois des livrables et des recommandations sur la recherche marché, recherche client que j'ai pu faire à la fois en interne et en externe. Et puis ensuite, c'est des wireframes sur des Google Docs. Okay. J'ai ma propre méthode sur des Google Docs où en fait, ils ont des wireframes qu'ils peuvent envoyer derrière au design. Donc généralement, tu vois, les projets durent, ça dure un bon mois. Mais là, par exemple, tu vois, je travaille sur un gros site B2B, sur un produit SaaS qui s'adresse à des grands comptes et on voit toute l'intégralité du site France. Et là, ça prend beaucoup plus de temps parce que la recherche est plus importante. Il y a aussi plus de décisionnaires, plus de relecteurs en interne puisque c'est une plus grosse structure. Là, c'est une scale-up plus. Donc, tu vois, c'est une entreprise qui a un peu plus de 150, 200 salariés. Donc, il y a aussi un peu plus de validation. Donc là, tu vois, ça prend... Là, on est à 2 mois de travail. Alors, c'est pas 2 mois où je travaille dessus. Mais entre les allers-retours, c'est encore un client là sur lequel je suis en train de terminer cette mission-là. Donc en fait, c'est assez variable selon le scope du projet, mais c'est généralement moins d'un mois. C'est jamais moins d'un mois parce que, en fait, moi, sur la partie copy, peu de copywriters le font, mais pourtant, je trouve ça essentiel. Mais la partie recherche prend quand même beaucoup de temps, en fait, selon ce qui existe déjà en interne. Et du coup, c'est quoi la taille typique d'un client pour toi ? Parce que je suppose que tu es dans un peu un équilibre entre il faut qu'il soit assez gros pour avoir du budget pour payer un copywriter. Il ne faut pas qu'il soit trop gros ou en fait ils ont déjà une équipe en interne. Comment est-ce que tu réfléchis à la taille et au ciblage du client ? En fait, si tu veux, le client parfait, c'est le client qui a déjà validé un product market fit. Donc en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un client qui a déjà une première base, qui a soit une centaine de clients, soit un millier de clients si c'est des produits plus petits qui sont un peu en self-service. Mais déjà, par exemple sur des produits SaaS qui nécessitent d'avoir des équipes commerciales avec des paniers moyens qui sont beaucoup plus élevés, supérieurs à 2-3 000 euros, bah là c'est intéressant déjà, s'il y a déjà une centaine de clients, ça valide déjà qu'il y a un marché. Et donc
si tu veux, en dessous, c'est intéressant, mais il y a plus de travail, c'est moins mature, il y a aussi, il y a aussi moins de méthodos en interne, etc. Donc ça prend plus de temps et potentiellement ça coûte plus cher, donc plus difficile à vendre. Mais à partir de là, c'est intéressant, jusqu'à globalement qu'il y ait une vraie équipe qui soit ultra structurée en marketing, qui ait potentiellement un copywriter in-house. Avant ça, tu vois, si tu veux, c'est le client idéal parce que c'est le client qui a validé le produit, mais qui sent qu'il y a un problème sur le positionnement, sur le wording, sur la manière dont on attaque les clients. Et du coup, côté marketing, tu vois, l'effort marketing, il alimente pas suffisamment les sales, et donc il y a un vrai enjeu, tu vois, c'est un vrai pain. Et tu sais qu'en interne, il y a des objectifs côté marketing d'aller ramener des leads plus qualifiés, par exemple, aux sales. Donc là, il y a un vrai sujet. Et là, c'est intéressant parce que tu peux aussi pricer au juste prix, parce qu'il y a du budget, parce que tu sais que c'est un sujet important pour eux, et surtout que ça a déjà été validé. Donc en fait, il y a déjà de l'argent, ils sont en phase d'accélération, et donc ils sont prêts, tu vois, à mettre des billes aujourd'hui pour récolter des fruits d'ici 2, 3, 4 mois. Donc ça, si tu veux, et généralement en taille d'entreprise, c'est des entreprises qui peuvent avoir, en fait c'est très variable, mais tu peux déjà avoir des budgets intéressants et des missions intéressantes quand tu as même une vingtaine de personnes dans une équipe, tu vois. Jusqu'à 150, 200, c'est intéressant. Au-dessus de 200 personnes, c'est généralement, tu vois, sur des startups, t'as déjà 10 personnes généralement en market, mais entre des personnes qui sont entre le marketing et les sales, etc., c'est un peu plus compliqué. Donc tu vois, c'est entre 20 et 150 personnes. Là, c'est vraiment intéressant parce que t'as pas besoin de... Moi, il y a un sujet où maintenant que j'essaie de moins prendre, c'est que j'ai plus forcément envie de faire de l'éducation de zéro à des clients en leur expliquant que le copywriting, c'est important, que c'est un vrai sujet, que de faire la recherche client, c'est la base de n'importe quelle action marketing derrière et que ça évite de marcher à l'intuition. Tu vois, de plus en plus, j'ai plus vraiment la patience d'aller éduquer un marché et des clients, parce que en fait... parler des gens qui comprennent déjà ça et qui comprennent déjà la valeur de ce que tu apportes. T'as pas envie de devoir revendre ton processus de recherche, t'as envie qu'eux, ils l'aient déjà fait, ou en tout cas, ils y voient la valeur. Exactement. Et en fait, t'as besoin de 10 clients, allez, même à 10-12 clients, sachant que j'ai tribu un dé, enfin, tu vois, je peux pas prendre plus de clients. En fait, trouver 10 clients qui sont déjà matures sur ces sujets-là, c'est pas si compliqué que ça. Donc 10 clients, tu veux dire par an ? Ouais, globalement. Tu vois, alors en 2020, j'avais une grosse dizaine de clients. J'avais une grosse dizaine de clients, parce qu'il y a quelques mois quand même où j'ai bien ralenti avec le livre. Mais en fait, avec moins de 10 clients, ça s'est très bien passé pour moi en 2020. Donc, et là, en 2021, l'objectif, c'est d'avoir un client grand max par mois ou par mission, et de ne pas prendre... tu vois, je peux plus prendre trois clients, notamment avec le livre, la promotion du livre qui va durer un petit moment, et puis essayer de trouver un business model sur Tribu 1D. Donc là, l'idée, c'est de prendre un client à chaque fois, et de pas mener plusieurs missions en parallèle, ce qui me permet aussi, tu vois, de créer de l'attente, créer un peu de rareté aussi, de créer des listes d'attente. Là, tu vois, il y a déjà des clients qui sont prêts à attendre jusqu'à mars en fait pour travailler avec moi, donc c'est chouette. Toi, du coup, ces clients, tu les as via de l'inbound, de la recommandation, les gens viennent vers toi. Si on prenait une personne qui veut devenir copywriter et qui veut taper ce type de client, la raison pour laquelle je pense ça, c'est parce que beaucoup de gens... Nous, on forme des gens aussi au copywriting, etc. Et je vois beaucoup de gens qui viennent voir et font « Bon, ben voilà, ma cible, ça va être les infopreneurs débutants. » Je fais « Mais ne va pas du tout sur cette cible. Pourquoi est-ce que tu vas sur une cible qui n'a pas de budget, qui n'a pas moyen de rentabiliser ton service, etc. » Va sur des entreprises qui sont déjà établies, qui ont un besoin. La plupart des entreprises établies n'ont pas un copywriting ouf. Il y a plein d'entreprises qui font des millions par an et tu regardes leur page de vente et tu te dis je pourrais faire mieux, mais parce qu'ils n'ont pas en interne cette compétence, ils l'ont pas bossé. Ouais. Mais la question après qu'on me pose, c'est du coup comment est-ce que je fais pour aller voir ces gens. D'un coup, tu sors de ta zone de confort, de ce que tu connais. Ok, les infopreneurs débutants, c'est moi, je suis un débutant, je sais comment parler à un débutant. Comment est-ce que tu vas ? Donc, imagine que toi, tu n'avais pas, ou plutôt qu'au départ, quand toi, tu as commencé, tu n'avais pas ce réseau, tu n'avais pas cet inbound. C'est quoi les méthodologies qui fonctionnent pour aller taper ce type d'entreprises qui ont du budget, qui ont une certaine échelle, qui ont des gros besoins et qui ont de quoi payer ? Déjà, effectivement, c'est intéressant que tu parles de ça, parce que on va toujours chercher des gens qui nous ressemblent et qui en fait pas de budget. La réalité, c'est que je vois plein d'indépendants qui vendent par exemple des identités graphiques ou ce genre de choses à d'autres indépendants. Le truc, c'est qu'il n'y a pas le budget. Enfin, un indépendant, moi, je ne suis pas prêt à mettre 3-4 000 euros dans une identité graphique pour ma propre activité de freelance, en fait, tu vois. Donc, effectivement, le truc, c'est que c'est toujours plus simple de parler à des gens qui te ressemblent. C'est toujours plus compliqué d'aller voir des entreprises qui, toi, avec globalement ton petit ordinateur, et dire coucou, moi, je peux vous aider. Effectivement, c'est plus compliqué. Et déjà, le premier point, c'est déjà de faire de la recherche et de comprendre concrètement
dans quel écosystème se situent ces entreprises-là. Tu vois, moi j'ai tout de suite identifié que, parce que j'avais aussi de l'expérience en CDI et en salarié sur des startups, mais j'ai identifié que c'était un microcosme. J'ai identifié aussi que les recommandations marchaient extrêmement bien, qu'ils étaient toujours dans les mêmes communautés, assistaient aux mêmes événements, etc. Et donc déjà, c'est de rentrer et d'infiltrer progressivement ces Slack, ces groupes de communauté, ces groupes Facebook, et de donner déjà un maximum de valeur et de montrer que sur le sujet du copywriting, l'objectif, c'est d'être vu comme une des personnes de la communauté de ce Slack-là qui est prêt à lâcher pas mal de conseils. Tu vois, à chaque fois, sur des Slack marketing startup, tu en as beaucoup qui disent qu'est-ce que vous pensez de ma landing page, qu'est-ce que vous pensez de mon site internet. Tu vois, j'étais le premier à faire des retours, à presque prendre 10 minutes à faire une vidéo où en fait je déroulais tu vois, la landing page, et ça en fait ça a énormément de valeur parce que au-delà de répondre à la personne qui pose une question, en fait plein de gens peuvent voir aussi ce que je fais. Donc ça c'est le premier sujet, d'infiltrer en fait les communautés, et pour ça le meilleur moyen c'est de comprendre où sont ces gens-là et comment est-ce que j'ai fait ça. J'ai fait un nombre de calls et de déjeuners pas possible. Quand j'étais en CDI, toutes les semaines je faisais au moins un déjeuner avec quelqu'un qui avait le même job que moi, donc content manager, qui était potentiellement des futurs décisionnaires pour moi en freelance. Et donc toutes les semaines, je faisais un déjeuner avec une personne dans une startup, potentiellement des startups cibles que j'avais envie d'approcher derrière, que j'étais en freelance. Dans ce cas-là, il suffit d'envoyer un email à la personne et dire je peux aller déjeuner avec toi, et ça suffisait? Alors, ce que je faisais, soit tu fais ça quand t'as... Alors, le mieux, c'est quand tu as une introduction. Donc, parfois, j'essayais de voir est-ce qu'il y a quelqu'un, par exemple, dans ma boîte qui connaît quelqu'un chez eux et qui peut me faire une intro. Ou généralement, ce que je faisais... Alors, le message de est-ce qu'on va déjeuner, une fois sur deux, ça peut ne pas marcher. Moi, j'essayais plutôt de dire j'ai ces challenges-là en ce moment. Je serais curieux de voir tes challenges. Je pense que d'après ce que je vois sur les Slack ou d'après ce que je vois sur tes coms, vous devez avoir ce sujet-là. Je pense que je peux te donner quelques billes aussi. Est-ce qu'on va déjeuner ensemble? Ça prend 1h30 globalement. Et en fait, les gens sont hyper contents. Tu vois, c'est pas comme une fin de journée où tu vas faire un Zoom où tu sais pas combien de temps ça va durer. Là, tu sais que c'est à l'heure de midi. Dans tous les cas, tout le monde doit manger et que tu lis l'utile à l'agréable et tu vas déj comme ça. Et ça, en fait, j'étais pas du tout en train de leur vendre quelque chose. J'étais juste en train de comprendre comment était organisée l'entreprise, comment était organisée, tu vois, comment était structurée l'équipe marketing, qui prenait les décisions sur tel et tel sujet, quels étaient les projets du moment, c'était quoi les challenges, les problématiques. En fait, tu vois, tout ça, je le récupérais. Je rentrais au bureau, je me faisais une petite note un peu des trucs les plus importants que j'avais identifiés. Et en fait, quand je me suis lancé, le premier sujet que j'ai pris, c'est que en fait, j'ai réactivé un réseau que je m'étais construit 1 an avant. Et j'ai réactivé un réseau en essayant, dans le livre je parle de ça, de la matrice pouvoir proximité, et de me dire en fait sur chacune des personnes que j'avais identifiées, c'est quoi le niveau de décision, le pouvoir de décision que ces personnes là ont. Et donc tu vois, je notais de 1 à 10 globalement la proximité avec la partie décisionnaire, et puis ensuite la partie proximité, pareil de 1 à 10, à quel point en fait j'avais établi une relation de confiance avec ces personnes-là pour derrière en fait pouvoir travailler potentiellement avec elles. Et donc ça, c'est la première manière de trouver des clients. Moi, mes 5-6 premiers clients en fait ça vient d'un réseau que je me suis créé, que j'ai réactivé progressivement, avec qui j'ai créé une relation sur plus d'1 an. Et donc ça, c'est le premier point. Et en fait, le fait de connaître extrêmement bien le milieu, d'avoir fait beaucoup de recherches, et en fait tu comprends les codes, tu comprends le langage, tu sais comment les attaquer, tu sais les sujets les plus prioritaires pour une entreprise par exemple qui vient de se lancer. Si tu es sur une entreprise qui est dans un incubateur qui vient de se lancer, tu as des sujets sur... tu vois, tu as des premiers sujets d'acquisition, tu n'es pas vraiment en train de penser sur de la conversion, sur de l'upsell, etc. Donc en fait, tu ne vas pas leur parler de ça. Tu vas vraiment te focaliser sur la partie acquisition pure. Et en fait, ça marche aussi très très bien. Et puis après, tu fais un peu de prospection. Tu vois, moi, il y a quelques startups sur lesquelles je voulais vraiment travailler parce que, encore une fois, à la fois, ça me faisait plaisir de bosser pour ces boîtes-là, mais surtout, je savais que c'était aussi un bon tampon de crédibilité pour aller voir aussi d'autres startups de l'écosystème. Et donc là, en fait, typiquement, je regardais un peu ce qui existait aujourd'hui et je leur envoyais un mail en leur pitchant un peu ce que je faisais et surtout ce que je voyais qu'on pourrait améliorer sur leur site, par exemple, ou sur les landing pages sur lesquelles j'étais targeté, où j'allais voir un petit peu leur publicité. Et puis je leur faisais vite fait, tu vois, un mini audit, mais très rapide par mail, avec le seul objectif du mail, c'était est-ce qu'on peut se faire un call pour discuter de tout ça, tu vois. J'étais pas encore en train de leur vendre quoi que ce soit, je voulais juste discuter avec eux et en fait, tu vois, c'est le pied dans la porte, quoi. Rentrer un peu dans leur entreprise et qu'ils aient en tête mon nom. Mais du coup, un ingrédient essentiel, et je pense que là où beaucoup de gens loupent une étape là-dessus, c'est vraiment de terminer une cible, quoi. Je pense que c'est très difficile d'être copywriter et de dire moi je suis un bon copywriter, donc je peux écrire tout.
Dans une certaine mesure, potentiellement, tu peux créer pas mal de choses dans différents domaines, mais d'une part, ça te prendra beaucoup plus de temps de faire la recherche nécessaire pour être au taquet, et surtout, en fait, toute ton acquisition de clients et la manière dont tu vas comprendre comment le marché fonctionne et ce que tu leur racontes, en fait, ça va pas marcher. Et comme tu le dis, comme tu as besoin de relativement peu de clients, en fait, le problème, c'est jamais de se limiter, en fait. Le problème, c'est de se dire comment est-ce que je suis pertinent pour un petit groupe de personnes. Même si tu es copywriter, honnêtement, dans l'industrie agroalimentaire, un truc vraiment spécifique, bah même sur un truc aussi spécifique, tes 10 clients par an, tu les trouves, tu vois. Je pense que le problème, c'est de ne pas être vu comme étant suffisamment compétent et de ne pas être vu comme une personne qui ajoute de la valeur. Ou pas comme une personne qui fait partie du club, du groupe, qui comprend le langage, plus que de se limiter. Et donc, en fait, une fois que tu as, toi, identifié ton marché cible, tu peux ensuite dire, OK, où est-ce que ces gens se trouvent? Donc, pour toi, c'était des groupes Facebook ou des Slack, etc., des entreprises déjeuner. Tu peux commencer à faire un peu ton trou et te positionner comme quelque chose. Et ça, c'est vraiment un élément que beaucoup de gens zappent parce qu'en fait, ils se disent, mais je pense que c'est valable dans toutes les compétences. Je suis sûr que tu fais du design, ça aide beaucoup de te spécialiser dans un domaine. Mais je pense que pour le copywriting, c'est encore plus parce qu'il y a toute une connaissance du langage, etc. et du jargon qui va être super important, quoi. Tu ne peux pas engager un copywriter, tu ne sens pas que la personne, elle parle exactement ton langage, parce que la personne, elle va parler à ta place, en fait. Donc, tu as besoin que cette personne, elle cache tout et qu'elle soit comme toi et qu'elle fasse partie du groupe. Et tu ne veux pas avoir une personne en se disant, tiens, il sait bien écrire, donc du coup, je vais l'engager. Et ça te permet, du coup, de rentrer dans ces cercles de recommandations. Évidemment, plus le service est cher, plus tu es susceptible à ces recommandations. On va dire, il faut que je trouve la bonne personne pour faire ce truc qui est vraiment important, qui est vraiment cher, qui va être la clé de mon business. Et ça, encore une fois, ça marche que quand tu comprends que, en fait, même, tu vois, un monde comme le nôtre, donc moi, tu vois, le côté business en ligne, YouTube, etc., en fait, il y a 50 gros acteurs, quoi. Et tout le monde se connaît. C'est-à-dire, tu veux rentrer dans ce truc-là, il suffit que tu réussisses à targeter un gars et que tu rentres et que tout d'un coup, tu deviens le go-to là-dessus. Et il parle à 4 autres personnes de « Ah tiens, j'ai ce mec qui fait mes YouTube ads ou qui fait du copywriting pour moi ou qui fait mes sites. » Et tout d'un coup, tu es une personne qui est sur la plaque tournante très rapidement. Voilà, par exemple, tu vois, l'ingé son avec qui on travaille tous les deux sur les podcasts, Gilles. Moi, Gilles, j'ai dû le recommander à 20 clients différents, tu vois. En fait, juste en ayant le pied dans la porte sur Marketing Mania, il a pu récupérer pas mal de clients, tu vois. Et je pense que pour pas mal de situations, en fait, tu peux avoir un client qui est une plaque tournante ou un groupe de clients qui se connaissent et qui se parlent. Et c'est pas si difficile que ça. En fait, il faut juste gratter sur pas mal d'angles jusqu'à trouver ton bon angle et tu rentres. Mais ça marche aussi, est spécialisé aussi dans quelque chose. Donc, ce qui fait que Gilles, je pense, là où il a eu le nez creux aussi, c'est de se dire, j'ai trouvé quelques gars qui font du podcast et qui ont des besoins. Moi, je vais me focaliser, je vais devenir le gars qui fait le montage du podcast et du coup, qui connaît tout le langage, tous les besoins, les plateformes d'upload, etc. Tu peux venir le voir et tout d'un coup, il est... Pourquoi est-ce que tu choisirais quelqu'un d'autre plutôt qu'une personne qui t'est recommandée, une personne qui a la compétence, une personne qui connaît le contexte et ça, c'est en fait la même idée que moi, je répète tout le temps dans mes vidéos et dans mes emails, c'est-à-dire il te faut un positionnement, il faut un problème dur, il faut que tu comprennes le besoin que tu résous. Et plus tu es précis, plus ça va être facile de vendre. Et je pense qu'ici, effectivement, le fait que toi, tu aies décidé, OK, j'ai trouvé un marché qui a de l'argent, c'est du B2B, c'est souvent du SaaS, c'est à telle échelle, ça t'aide à te dire, OK, si demain, il y a une personne qui te dit, je veux vendre mon e-book sur la nutrition et je suis prêt à payer, tu peux dire à cette personne, en fait, non, moi, c'est pas exactement ce que je fais. Ou plutôt, cette personne n'ira même pas te voir parce que c'est tellement clair, en fait. Inversement, s'il y a une personne demain qui me dit, moi j'ai besoin d'un copywriter pour mon SaaS, je me dis, OK, qui je connais dans l'intersection de copywriter et SaaS. Je ne vais pas lui recommander un copywriter random parce que cette personne ne me viendra même pas à l'esprit parce que c'est un copywriter générique et qui n'est pas associé pour moi avec une niche spécifique. Et finalement, des gens qui sont dans mon esprit associés avec cette niche spécifique de pouvoir faire de l'optimisation de conversion pour du B2B SaaS, il n'y en a pas 50. Tu vois, et tout d'un coup, il y a une liste de personnes qui me viennent en tête. Et alors que si on me dit demain, voilà, une personne pour faire du montage audio sur du podcast, il y a une personne qui me vient, mais un designer random que j'ai pu rencontrer, je ne penserai jamais à cette personne parce qu'en fait, elle n'occupe pas une niche dans mon cerveau. Elle occupe un espace un peu plus vague. Alors que quand tu as une niche, quand les gens font la recherche mentale, tu vois, le VLOOKUP de un mec qui fait ça et ça et qui a une certaine section de besoins, tout d'un coup, toi, tu t'occupes un petit peu ça. Et c'est ce que tu fais justement en étant présent sur les groupes Slack, en partageant, tu martèles un peu ça. Moi, quand j'ai commencé Marketing Mania, et ça date maintenant, les gens qui me suivent aujourd'hui ne se souviennent pas, mais à l'époque, je martelais Stanislas Leloup, le maniaque des conversions. Chaque podcast commençait comme ça et je martelais ce truc, je pense que c'était dans ma signature d'email, etc. Je voulais être le gars qui faisait de l'optimisation des conversions
à une époque où c'était encore, personne n'en parlait. Donc c'était encore assez nouveau, disons en 2015-2016. Et mon idée, c'était je vais marteler ça pour devenir le gars et pour rentrer dans ce créneau. Dans une certaine mesure, c'est encore un créneau que j'ai, même si je le formule plus de la même manière parce que j'ai déplacé aussi mon marché cible et mon type de service. Mais c'était un truc délibéré, tu vois. C'était je vais m'attaquer cette niche. Vas-y. En fait, on oublie un truc, c'est qu'on se dit, en gros, le positionnement va m'enfermer. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai partagé au grand public le fait que j'étais copywriter B2B, c'est fini, je vais jamais pouvoir faire autre chose. La réalité, c'est que, en fait, le positionnement, c'est un truc qui est marketing. Ça veut pas dire que, tu vois, aujourd'hui, il y a des entreprises, par exemple, là, je vais sûrement prendre un projet extrêmement innovant sur un sujet en plus qui est assez sexy, c'est du B2C. Est-ce que, parce que, en fait, publiquement, j'ai un truc de je suis copywriter B2B, si une entreprise vient me voir avec un vrai besoin, avec un truc où je sais que je vais pouvoir l'aider parce que je suis compétent, parce que c'est un sujet qui m'excite et que, en fait, j'ai plein d'idées sur lesquelles je vais pouvoir travailler, est-ce que, parce que, en fait, publiquement, je suis copywriter B2B, je peux pas prendre cette mission-là? Bien sûr que non. Donc, en fait, ça veut pas dire que, si tu veux, en coulisses, tu peux pas non plus prendre d'autres projets parce que le projet t'anime, parce qu'en fait, tu avais envie de bosser avec l'équipe et même si ça sort de ton scope. C'est juste, en fait, il faut jamais oublier que ton positionnement, c'est quelque chose, c'est un truc de marketing. C'est la perception que vont avoir tes clients de ce que tu fais, de ce que tu peux leur apporter, etc. Encore une fois, ça veut pas dire que si quelqu'un vient te voir sur autre chose et que tu te sens pertinent, bien sûr que tu peux prendre la mission. Mais je trouve que, mais je sais pas pourquoi il y a encore ce truc de contre-intuitif de dire mais si je me positionne et que je me spécialise beaucoup trop, je vais m'enfermer, je vais pas trouver de clients. Je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus. C'est soit en fait tu te rends compte que t'as pas suffisamment de compétences pour être suffisamment à l'aise d'être spécialisé. Tu vois, parce que en fait, sur être copywriter B2B sur des produits SaaS, en fait, ça te demande quand même un peu d'expérience. Tu peux pas te reconvertir et dire ok, d'un coup, je suis copywriter B2B parce que ça te demande pas mal de recherche client, pas mal de tests, essayer d'aller comprendre aussi ce qui fonctionne, d'aller étudier un certain nombre de sales page, de landing page, etc. Et donc en fait, je pense que le premier sujet, c'est que parfois on a peur de se spécialiser parce qu'on n'a pas suffisamment de compétences. Et le deuxième sujet, c'est qu'on ne connaît pas suffisamment les clients et donc on se dit, bah non, mais moi je pense que ça peut attirer tout le monde et donc j'ai pas forcément envie de choisir. Et effectivement, on va toujours vers des gens qui sont plus ou moins proches de ce qu'on fait. Et le problème, la réalité, c'est que c'est des gens qui ont pas de budget. Et donc, tout dépend de ce que tu as envie de faire. Soit tu as envie d'avoir un business de volume et donc tu vas, par exemple, je sais pas si tu es designer et que tu vas accompagner des freelances sur leur identité graphique, tu vas peut-être facturer 100, 500, 1000 euros. Pour générer 50 000 euros, il va falloir que tu signes pas mal de clients. Donc, soit tu as un truc un peu automatisation, etc. Mais si tu es sur un pur service en freelance et qu'on ne parle pas de productivisation et que tu es vraiment sur un business serviciel où tu vends tes compétences et ton temps, il faut forcément que tu ailles chercher des entreprises qui ont un vrai besoin. Et ces entreprises-là, généralement, c'est pas du B2C, c'est pas des solopreneurs, des solo business, des thérapeutes, etc. C'est plutôt des entreprises. C'est là où c'est le plus simple, en fait. Parce que pour une entreprise signée, en fait, c'est 10 indépendants que j'aurais pu signer pour revoir leur site internet, quoi. Ouais. Il y a aussi cet aspect où je pense qu'il faut comprendre vrai, que le positionnement, c'est juste un truc... qu'à un moment donné, tu as inventé, quoi. À un moment donné, tu dis, moi, je vais être ce mec, je vais mettre cette enseigne, et boum, badaboum, tout d'un coup, tu as cette enseigne. Après, les gens, ils y croient pas de ton enseigne. Ça dépend de ta capacité à l'incarner, des compétences que tu as derrière pour le backup. Ben, à un moment donné, c'est toi qui as mis l'enseigne, et si demain, tu veux la changer, tu la changes. Et il y a dans ton exemple, si demain, tu dis, en fait, moi, j'ai envie de monter une agence web et étendre mon truc, tu dis, bon, ok, moi, mon client, c'est des gens qui font du B2B. Je vais devenir une agence de grosse B2B et je vais recruter un gars pour faire de la pub Facebook, j'aurai une personne pour faire des réseaux sociaux, etc. Et je vous vends ça. Demain, tu peux entièrement changer ton positionnement et l'élargir soit dans cette direction qu'on pourrait appeler verticale, ou soit dans une direction horizontale en disant, bah, en fait, non, moi, je vais monter une agence de copywriting et je vais élargir le type de client que je cible et tout d'un coup, je le fais. Et en fait, personne n'ira te dire, non, mais Alexis, il y a 4 ans, tu étais un mec qui faisait que du B2B, comment ça se fait ? Moi, est-ce que les gens viennent aujourd'hui me dire, mais attends, mais t'es pas un mec qui faisait de la pub Facebook en 2015 ? Oui, mais si tu veux, un jour, j'ai décidé que j'allais switcher mon positionnement, que j'allais l'élargir, ou j'allais le changer la manière dont je le présentais. Et en fait, il n'y a pas de loi contre ça, tu peux totalement élargir. Donc si à un moment donné, tu penses que, ok, moi j'ai envie de monter un truc encore plus gros et j'ai envie de monter une énorme agence et j'ai pas envie de faire que du copywriting B2B, tu peux très bien le faire. Et en fait, les gens
passe pas tant de temps que ça à penser à toi, ce qui veut dire que les gens s'aperçoivent pas trop en fait que tu as changé. Si demain tu changes et tu te rebrandes et tu martèles le truc, en fait moi je fais du gros B2B avec tous vos ads, tout votre funnel, etc. Les gens diront bah écoute, maintenant Alexis fait ça, c'est super cool et tu as totalement changé. Et une fois que tu vois ça, ton positionnement il est assez fluide en fait. C'est un truc que tu peux inventer, tu peux le tester, tu peux le poser, tu mets une pancarte, tu vois si ça marche, et la pancarte elle marche, tu essayes de la changer ou vers autre chose. Et donc du coup il ne devrait pas y avoir cette peur de se limiter parce que en fait t'es pas voilà, une fois que tu as choisi un truc, t'es pas marié à vie avec ce truc quoi. Bah, sinon moi je fais encore les trucs que je faisais il y a 5 ans, tu vois, qui n'ont plus rien à voir, du coaching en séduction, hein. Enfin, si on veut remonter au départ, c'était ça au départ quand j'ai commencé sur le web, tu vois, donc du coaching en séduction, après j'ai fait de l'optimisation des conversions. Mais non, j'ai arrêté. Tu fais plus de coaching en séduction. Je me suis rebrandé en marketing. Mais tu vois, après, pendant un moment, j'étais pub Facebook, tu vois, je parlais que de pub Facebook. Et aujourd'hui, les gens qui nous écoutent, ils se disent, bah, est-ce que dans ma tête, j'associe Stan à la pub Facebook ? Probablement pas. Mais à un moment donné, c'est vraiment ça, mon marketing, mon branding, c'était ça. Et aujourd'hui, tu vois, c'est le côté vente et psychologie humaine, et ça fait 2-3 ans que je martèle cet axe-là. Mais si un jour, je me mets full, tu vois, sur le côté logiciel, par exemple, et en fait, les gens me diront, bah, Stan, c'est un mec qui a fait un logiciel qui s'appelle Schoolomaker, et les gens, ça sera ça, tu vois. Dans leur tête, ça sera le branding que tu as. De la même manière où aujourd'hui, tu vois, un gars comme... tous les gens que tu suives, si tu regardes ce qu'ils ont fait par le temps, tu vois, un gars comme Tim Ferriss, c'est son podcast, c'est son truc, tu penses plus que Tim Ferriss, à l'origine, c'était un peu un espèce de hacker qui vendait des suppléments sur Internet, quoi. Il s'est rebrandé, quoi, en espèce de mec qui poursuit la spiritualité, qui fait des interviews avec les high performers. Parlons, donc on a parlé de ta carrière en tant que podcast, parlons un peu du côté un peu tribu indé. Donc tribu indé, j'ai l'impression que c'est 90% du business tourne autour du podcast, et tu as aussi une newsletter que tu fais toutes les semaines, c'est ça ? Ouais, exactement. Et aujourd'hui, au niveau des chiffres, je ne sais pas ce qu'on peut donner, il me semble que tu mentionnes quelque part ton nombre d'abonnés à ta newsletter sur ton site, ou peut-être que j'invente, c'est ça ? Non, mais là, il y a à peu près... moi, ce que je fais, c'est que tous les mois, je clean un peu la base email. Okay. Parce que ça aussi, on l'oublie, mais une base email coûte de l'argent. Et du coup, là, je suis à un peu moins... Je suis à peu près à 2500 emails sur la newsletter. Et sur le podcast, ça fait un peu plus de... Là, ça fait plus de 200 000 écoutes à peu près depuis un petit peu moins de 2 ans. Donc voilà un peu sur les chiffres. Et effectivement, tout s'est basé, en tout cas, tout a commencé avec le podcast. Là, on était en mars 2019. Moi, ça faisait 3-4 mois que je m'étais lancé à temps plein en freelance. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé le freelancing quand j'étais étudiant en 2017. J'ai continué de faire du freelancing, tu vois, en side project, à côté de mon job en salarié le soir et le week-end. Mais du coup, quand je me lance en décembre 2018, janvier 2019, à temps plein, tu vois, je sens que c'est quand même un autre jeu. C'est un autre game de te dire, t'es freelance de temps en temps, tu prends 2-3 missions le soir et le week-end, vite fait, j'en fais mon revenu principal. Et donc, en fait, ce que je me dis, c'est que je me donne 90 jours, comme d'hab, les plans de 90 jours, je me donne 90 jours, donc le premier trimestre 2019, pour gagner au moins autant que ce que je gagnais en salarié. Et donc, en fait, je suis focalisé là-dessus. Tu vois, on m'entend pas parler, il n'y a pas de tribu indé à l'époque, je me focalise juste pour aller signer des clients et commencer à lancer la machine. Et c'est que, tu vois, au trimestre 2, 2019, que je me dis, let's go, j'ai envie de lancer un podcast, ça faisait longtemps que je voulais le faire. Et l'idée, c'était d'apprendre, en fait, c'était d'abord un projet un peu égoïste, quoi. Je voulais apprendre, en fait, des meilleurs indépendants, des indépendants qui étaient plus avancés que moi. Et en fait, c'est marrant parce que toutes les questions que je posais, tu vois, par exemple... tu vois, je me demandais, ok, comment est-ce que tu négocies quand un client hésite, qui te répond pas, comment est-ce que tu fais pour les relancer, ou comment tu termines une mission client, tu vois, est-ce que tu fais un call, est-ce que quelles questions tu poses, etc. En fait, ce qui était intéressant, c'est que j'enregistrais et la semaine d'après, en fait, j'appliquais exactement ce qu'on m'avait dit pour mes clients personnels. Donc au début, c'était un projet purement assez égoïste, et je me suis dit, bah, plutôt que de le faire que pour moi, moi je vois pas vraiment les freelances comme des vrais concurrents, et je me dis autant qu'on puisse s'entraider. Il y avait aussi un énorme trou dans la raquette en termes de podcast freelance. Et donc c'est comme ça que j'ai lancé Tribu Indé, tu vois, mars-avril 2019. Et en fait, au fur et à mesure, j'étais tout seul sur le projet, donc j'avais pas le temps de faire 40 000 trucs, d'être sur Insta, TikTok, Snapchat, etc. Donc je me suis dit, je fais juste un podcast. Le but du jeu, c'est de sortir un podcast toutes les semaines, quoi qu'il arrive, et que ça soit le plus qualitatif possible de mon point de vue. Et ensuite, tu vois, j'ai rajouté la newsletter. Au début, c'était une newsletter où je partageais juste, voilà, il y a l'épisode de la semaine. Et puis après, c'est devenu un vrai asset, un vrai
si tu veux, un vrai contenu à part entière par rapport au podcast. Et tu vois, globalement, en fait, tous les 6 mois, je rajoute une brique. Donc il y a eu le podcast, ensuite il y a eu la newsletter, qui est un contenu à part entière, alors qui récemment était beaucoup tourné sur le livre, etc., parce que c'est mon actualité, mais qui était beaucoup sur des conseils complémentaires pour les freelances. Et puis 2020, il y a eu cette grosse brique quand même qui est le livre. Et là, tu vois, il y a 3-4 mois, j'ai commencé enfin à lancer Tribu Indé sur Instagram pour tester aussi des nouveaux contenus. Mais tu vois, j'ai attendu, par exemple, pour Instagram, j'ai attendu 1 an et demi avant de dire tiens, je vais faire des stories et on va voir ce qu'on peut créer sur Instagram. Mais je sais toujours pas. Donc tu vois, j'aime bien fonctionner comme ça. Écoute, je suis extrêmement surpris d'Instagram. Vraiment, moi j'étais... Ouais. J'étais vraiment pas convaincu. Tu vois, c'est pour ça que j'ai traîné des pieds en vrai. Et je me suis dit, tiens, je vais quand même... Sur 90 jours, il me restait 90 jours avant... c'était le dernier trimestre 2020. Je me suis dit, tiens, pour préparer aussi la sortie du livre, ça peut être chouette et tout. Ça fait longtemps qu'on me demande si je suis sur Insta. Et du coup, je me suis vraiment posé en me disant, ok, qu'est-ce que je peux apporter de nouveau ? Est-ce qu'il y a des choses que je peux tester ? Qu'est-ce que je peux montrer que j'ai pas montré encore sur l'écosystème Tribu Indé que j'avais créé ? Et notamment avec les stories, j'ai essayé de faire tu vois, un peu des entrées un peu sympas, d'être un peu tu vois, que ça soit pas scripté, que ça soit un petit peu plus personnel. Tu vois, j'utilise pas de filtre, c'est des couleurs un peu dégueu, c'est de la lumière un peu dégueulasse, mais c'est pas fait exprès, c'est juste comme ça. Il y a pas de mise en scène. Et en fait, ça a extrêmement bien pris dès le démarrage. Tu vois, les gens, j'ai eu énormément d'interactions, beaucoup plus que par exemple ce que je pouvais avoir sur une newsletter. Là, tu vois, les gens, c'est beaucoup plus simple de communiquer en fait avec ton audience. Sur Instagram. Et en fait, j'ai aussi touché des nouvelles personnes, notamment des freelances qui sont, tu vois, sur des sujets graphisme, design, qui en fait font leur veille sur Instagram, qui suivent énormément de créateurs sur Instagram et de créatrices, et n'ont pas forcément le réflexe d'aller écouter des podcasts. Et donc en fait, ça a été aussi une nouvelle porte d'acquisition sur Instagram. Et en fait, ça me prend de moins en moins de temps parce que je commence à comprendre comment ça fonctionne, je commence à comprendre ce qui fonctionne aussi, et à tu vois, essayer de processiser un maximum ce que je fais. Donc il reste vraiment la partie story qui est pas scriptée, qui est plus quoi, j'ai envie de partager quelque chose, je partage. Mais ouais, je suis très très surpris, agréablement surpris de l'impact que ça peut avoir, parce que les gens, du coup, tu vois, tu peux montrer plus facilement les coulisses que dans une newsletter. C'est toujours compliqué une newsletter, tu peux pas trop montrer de photos. Là, en fait, tu as de la vidéo, tu peux montrer où est-ce que tu bosses, tu peux montrer, t'as envie de montrer ton livre, tu montes ton livre. Et ça, c'est assez chouette. Mais tu vois, il y a 3 mois, je n'avais jamais fait de story face cam. Pour moi, je me suis dit, c'est pas pour moi, quoi. Moi, je suis très bien derrière mon ordi à faire mes podcasts. Moi, c'est ça qui m'éclate. Tu vas faire mes newsletters, moi, j'adore. Donc là, je me suis dit, allez, je sors un peu de ma zone de confort. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc là, ça fait 3-4 mois. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc, tu vois, je teste 6 mois et puis après, je vois souvent par vague de 6 mois, je me dis, ok, est-ce que je continue ? Est-ce que je ralentis ? Est-ce que je fais différemment ? J'aime bien fonctionner comme ça. Tu as commencé avec du coup un podcast. Moi, on pose beaucoup la question de comment est-ce que tu choisis le format sur lequel tu te lances. Moi, je donne aux gens le conseil de faire ce que toi tu as fait, c'est-à-dire de choisir un format et de commencer à le maîtriser. Si tu te lances en jour 1 et que tu fais un blog, une chaîne YouTube, un podcast, de l'Instagram et du TikTok et du Twitter, 9 chances sur 10 que dans 3 mois tu sois nulle part et que t'aies pris le pied nulle part, que tu fasses du contenu de merde sur toutes les plateformes parce que t'as pas appris les compétences. Et donc les gens qui viennent me voir, souvent ils ont un dilemme entre 2 plateformes sur lesquelles moi je maîtrise, c'est-à-dire le côté podcast et le côté YouTube. Et j'ai tendance à orienter les gens vers YouTube plutôt que vers le podcast. Mon argument étant le suivant, c'est que le podcast, il y a un vrai problème, et peut-être qu'un jour il sera résolu, peut-être que Spotify va nous sauver la vie là-dessus, mais de discoverabilité. C'est-à-dire que sur YouTube, tu fais une bonne vidéo, elle devient virale, les gens la voient, les recommander sur la page, etc. Sur le podcast, mon podcast, il se développe au fil du temps, je ne sais même pas comment, tu vois, c'est du bouche-oreille, en fait, tu n'as pas vraiment de moyen de le mesurer. Il y a des rankings iTunes qui sont préhistoriques. C'est plus difficile, je trouve, de grossir un podcast. Le podcast, il faut être patient. Le podcast, ça grossit, mais ça grossit bouche à oreille. YouTube, il y a de la viralité, il y a de la recommandation, il y a des effets d'accélérateur qui sont là. Du coup, j'ai tendance à recommander aux gens de commencer par YouTube s'ils hésitent vraiment entre les deux. Après, toi, il semble que tu étais assez logiquement sur le podcast vis-à-vis du type de contenu que tu voulais produire. Si tu voulais produire un format d'interview, c'était naturel. Et le podcast, il y a aussi un truc attractif qui est de se dire, là, il y a vraiment des trous, il y a vraiment des niches que je peux vraiment truster. Et en étant un des premiers là-dessus, je peux me positionner sur quelque chose. Là où sur YouTube, il y a quand même plus de chaînes qui existent. Et je pense que tu peux démarrer plus rapidement sur YouTube, mais il n'y a pas ce côté de se dire...
personne n'en parle. Toi, du coup, je suppose que la question, elle s'est pas vraiment posée. En fait, c'était le podcast, c'était évident, c'est ce que tu avais envie de faire, c'était le format qui correspondait au type de contenu que tu voulais produire. Bah, tu vois, moi, avant de me lancer vraiment à temps plein, j'ai travaillé pendant 1 an pour une plateforme de freelance. Donc en plus, tu vois, moi, ça fait longtemps que je comprends et je connais l'écosystème. Et donc, pour eux, en plus, je crée du contenu. Et donc, j'avais identifié un certain nombre de trous dans la raquette dans l'écosystème de contenu qui existait, et notamment sur le podcast. Et il se trouvait que le podcast, moi, j'en écoutais beaucoup. Je trouvais que c'était un format qui était extrêmement intéressant pour créer de la confiance, pour avoir des choses un peu plus profondes, notamment que tu es sur des côtés avec des invités parce que c'est pas filmé, etc. Et puis, il y avait une question où, en fait, qui était une question très personnelle et liée à ma personnalité, c'est que ça se voit peut-être pas si les gens me suivent sur Insta ou autre, mais en fait je suis pas non plus un gars qui est super à l'aise publiquement, en face cam, sur YouTube. Tu vois, j'avais une première peur où je me suis dit, c'est déjà une barrière qui déjà c'est difficile de publier du contenu de manière régulière. J'ai peur qu'avec YouTube, en fait, je tienne pas le rythme, et donc je préfère commencer sur quelque chose d'un peu plus simple, un peu plus personnel aussi, qui me demande aussi moins de setup, etc. Je peux aller chez les gens, j'ai pas besoin d'avoir le bon setup pour les interviews, plutôt que de me lancer dans un truc qui est trop ambitieux, qui est YouTube, et de décrocher, parce que comme tu le dis, en fait, mais tu as aussi le 3e cavalier de l'apocalypse qui est le blog, du coup. Qui est aussi une option populaire, et je pense que pas mal de gens dans ta situation se sont dit je vais faire un blog sur le freelancing, et du coup tu n'as pas non plus choisi cette option, qui a aussi ses avantages, en termes de SEO, en termes de viabilité. C'est aussi quelque chose où tu as un peu des deux, je trouve. Tu as le potentiel, ou en tout cas la promesse de la viralité qui est possible avec le vlog. Techniquement, c'est possible d'être viral avec un article de blog. Et tu as aussi ce côté SEO, long terme, patience, tu te positionnes, tu grossis. Mais finalement, tu t'es orienté vers le podcast. Donc, je suppose qu'il y a quand même un choix qui est assez délibéré là-dessus. Moi, j'ai fait la même chose. Je pense que j'ai eu à peu près la même réflexion. C'est-à-dire, quand j'ai commencé Marketing Mania, je l'ai commencé avant la chaîne YouTube. Donc, c'était à l'origine un podcast. Et je me suis dit, je peux faire le meilleur podcast sur le marketing. Parce qu'en fait, il existait quasiment aucun podcast sérieux, régulier. Il y avait quelques personnes qui, mettaient leurs vidéos YouTube en son, et c'était ça leur podcast. Tu vois. Je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire. Là où des blogs sur le marketing, il y en avait 1 milliard, des chaînes sur le marketing, il y en avait beaucoup. C'est vrai qu'il y a un aspect intéressant qui te fait pencher vers le podcast, du coup. Et c'est plus simple aujourd'hui d'avoir le podcast. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, on me demande est-ce que tu fais des articles invités sur Tribu Indé, parce qu'il y a une toute petite section blog où il y a, je pense, 4 articles qui se battent en duel. Et donc, tu vois, c'est plus simple d'avoir, à mon avis, démarré sur le podcast, parce que c'est quelque chose de nouveau. Effectivement, il y avait un trou, puisqu'il n'y avait pas de podcast long format avec des interviews pour des indépendants par un indépendant. Et donc, c'était plus simple de rentrer par là et ensuite de diversifier avec une newsletter, avec un blog, etc. Après, effectivement, tu vois, par exemple, si j'avais voulu me dire, OK, en fait, il faut que j'ai la plus grosse base email possible, il faut que je grossisse là-dessus, le podcast, c'est peut-être pas la meilleure stratégie. Je sais pas les résultats sur YouTube, mais par exemple, les peu d'articles de blog que j'ai pu écrire convertissent beaucoup mieux qu'un épisode de podcast sur ma liste email. Mais encore une fois, tu vois, l'objectif, c'était un objectif d'apprentissage pur. J'avais pas d'idée de business à l'époque et je voulais quelque chose de différent. Et effectivement, il y avait déjà beaucoup de blogs sur le freelancing. Je me suis dit, ça aurait pris plus de temps de créer un blog de qualité. Ça aurait pris plus de temps à faire connaître et à se dire, ah oui, non, mais en fait, ce que fait Alexis, c'est quand même différent. C'est un peu plus qualitatif que ce qui existe, ou en tout cas, ça prend un angle différent. Plutôt que le podcast où en fait, il y avait presque un désert sur... Tu vois, à l'époque où je me suis lancé, il n'y avait pas de podcast freelance. Aujourd'hui, il y en a quelques-uns qui se sont lancés très rapidement après moi. Mais en fait, à l'époque, il n'y en avait pas. Donc, si tu veux, le potentiel de développement allait être plus rapide. En tout cas, c'était le pari que je faisais, était plus rapide. Bien sûr, si tu veux, le bouche-à-oreille prend un certain temps et prend sûrement beaucoup plus de temps que sur un article de blog ou encore moins sur une vidéo qui peut devenir virale assez vite, quoi. Ah, c'est intéressant sur l'aspect de les gens se disent il n'y a plus de place, il y a trop de concurrence, etc. C'était il y a moins de 2 ans, quoi. C'était il y a moins de 2 ans que tu fais le constat, il n'y a pas de contenu pour les freelances. Et en plus, tu penses, voilà, les freelances, c'est quand même un milieu qui est très branché marketing, très branché création de contenu, très branché technologie. Tu vois, quand tu penses que là, il y avait rien sur ce domaine, je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point, en fait, c'est évident a posteriori, mais il faut bien qu'une personne arrive et le voit. Il y a pas mal d'opportunités, je pense encore, notamment sur le côté podcast, qui a cette difficulté de la promotion.
Et du coup, je suis curieux de comprendre comment est-ce que toi, cette promotion, elle s'est faite. Est-ce que c'était de manière organique, je fais mes podcasts, je les partage, et puis au fil du temps, les gens arrivent, ou est-ce qu'il y a eu des initiatives particulières que tu as fait pour faire connaître ton podcast, pour en faire la référence qui est aujourd'hui dans ta niche? En fait, c'est hyper compliqué d'avoir une réponse hyper structurée là-dessus parce que en fait, je pense que tu as eu les mêmes problématiques que moi. C'est hyper compliqué de faire connaître le podcast. Il n'y a pas vraiment tu vois, il y a pas vraiment de méthode miracle pour le coup. Moi, ce que j'ai beaucoup fait au début, c'est que j'ai spammé les groupes Facebook. D'ailleurs, s'il y en a qui écoutent et qui ont un groupe Facebook pour les freelances, je suis désolé. Au début, en fait, toutes les semaines, tous les mercredis, je publiais. Et donc, en fait, mon objectif, c'était pas vraiment que les gens écoutent, mais je voulais juste que les gens se disent: ah tiens, ok, il y a un podcast. Ça fait quand même 3-4 mois qu'on le voit. Ça a l'air d'être un truc un peu sérieux, etc. Parce que tu sais, les gens accordent pas leur confiance tout de suite sur un podcast. Généralement, ils attendent un petit peu qu'il y ait quelques épisodes, qu'ils se disent: ok, parce que c'est un engagement, quoi. C'est aussi le désavantage du podcast, c'est que un article, tu peux l'ouvrir, tu peux le scanner en 30 secondes, une vidéo YouTube, tu peux regarder, ça prend 10 minutes, à la limite, ça te saoule, tu te casses. Tu vois. Un podcast, il faut le mettre, il faut cliquer, putain, le truc, ça dure 1h30, je connais pas ce gars, j'ai pas envie de rentrer. Je trouve que la friction, mais même pour moi, regarder une vidéo YouTube, c'est juste, t'as fait une bonne miniature, vas-y, boum, tu m'as, et je découvre des trucs incroyables. Le podcast, il faut qu'on me l'ait méga recommandé, il faut qu'on me dise c'est le meilleur truc que j'ai entendu dans ma vie pour que j'écoute un podcast d'un gars que je connais pas, quoi. Donc ouais, il y avait ce truc-là où le premier objectif, c'était plutôt que je sois visible, tu vois, que je dise hello, coucou, j'ai un podcast, avant de me dire ok, il faut absolument que les gens l'écoutent. Ensuite, il y a aussi l'enjeu, et ça c'était un avantage de commencer par des podcasts d'interview. C'est pas nécessairement plus simple. Généralement, on pense que faire en fait un podcast d'interview, c'est plus facile que de faire un podcast solo. En vrai, si tu veux faire un bon podcast d'interview, poser les bonnes questions, etc., ça se prépare, et deux, en fait, faut avoir une certaine écoute active. Enfin, si tu veux, ça s'improvise pas tant que ça. Et je le vois pour être passé sur plein de podcasts aussi. Tu vois en fait quels sont les meilleurs intervieweurs. Tout le monde n'est pas au même niveau là-dessus. Mais je me suis dit, le podcast d'interview me permet aussi d'aller toucher d'autres freelances, puisque j'allais interviewer d'autres indépendants. Alors généralement, il y a quand même peu d'indépendants qui ont des grosses communautés, mais ça pouvait me toucher, tu vois, des petites niches. Et après, c'était beaucoup du bouche à oreille. Donc ça, c'est ce que je faisais. Si tu touches les 20 potes de la personne, tiens, j'ai fait une interview, c'est une personne qui fait pas habituellement des interviews, elle poste et tu as 20 potes qui sont aussi indépendants qui viennent le voir, finalement, ta petite boule de neige, elle est là, quoi, je pense, en termes de recommandations, mais c'est pas des énormes communautés. Voilà, en un sens, t'as ce mix entre avoir des gens qui sont complètement inconnus, mais que je savais extrêmement bons dans leur domaine, et qui me permettait effectivement déjà d'avoir un contenu qui était ultra qualitatif, qui était quand même mon objectif premier, et de me dire effectivement, en fait, même si je touche 20 personnes, l'engagement est plus fort, il est plus réduit, mais il est plus fort parce que ces personnes-là sont pas sur d'autres podcasts, et donc tu as ce petit cercle qui est curieux, et de mixer aussi parfois avec des plus gros invités qui sont un peu plus rodés, qui feront aussi des très bonnes interviews, mais qui, mine de rien, marchent pas non plus mieux que des gens qui sont complètement random et qui sont un peu inconnus, parce que les gens sont habitués à les voir, à les entendre parler. Donc il faut vraiment prendre un sujet bien spécifique si tu veux intéresser leur audience actuelle. Donc tu vois, c'est une sorte de mix en ayant globalement, tu vois, c'est un peu 4 pour 1, quoi. 4 indés qui sont extrêmement bons mais qui n'ont pas une énorme communication, et puis un indé ou un créateur qui a potentiellement une audience intéressante et que je peux aller chercher sur un sujet. Moi, je passais beaucoup de temps au démarrage à préparer les interviews, à trouver des angles, tu vois, même quand tu étais passé sur le podcast, tu as fait beaucoup de podcasts, mais je me souviens qu'avec toi, on avait pris un sujet qui était extrêmement spécifique sur comment est-ce que tu as monté l'agence et comment est-ce que tu fais le shift entre je passe de l'agence à une agence Facebook à ce que tu fais aujourd'hui avec Marketing Mania. Et ça, de mémoire, personne avait creusé le sujet aussi profondément que ce qu'on a pu faire ensemble. Donc c'était aussi l'idée de, même sur des gros créateurs ou des gens qui ont déjà une audience, de me dire ok, c'est quoi l'angle qui a jamais été pris dans d'autres podcasts, parce que tout le monde te pose les mêmes questions. Donc tu vois, voilà, c'était un peu ce travail aussi, donc d'avoir un podcast interview, ça permet quand même d'en faire la promotion. Et encore une fois, en fait, il n'y a pas de secret, c'est la régularité. C'est-à-dire que je serais curieux de savoir le nombre de podcasts qui, par exemple, ont plus de 30 épisodes aujourd'hui sur Apple Podcast. Je pense qu'il y en a extrêmement peu. Il y a beaucoup de podcasts qui se lancent, mais généralement, tu vois, il y a 5, 10, 15 épisodes, et puis tu as la pause de l'été ou la pause de fin d'année, et puis en fait, le podcast reprend jamais. Et rien que de te dire, ok, quoi qu'il arrive, je continue, je publie mes épisodes, et en fait, ça va prendre un moment ou un autre, parce que tu seras le plus endurant sur le long terme. Et ça,
ça, tu vois, je le comprends aujourd'hui déjà avec 2 ans de recul. Tu vois, aujourd'hui, il y a quasiment 60 épisodes. En fait, tu vois, rien que ça, même sans faire de communication, ça joue dans la crédibilité où on se dit, ok, en fait, le gars, il a fait 60 épisodes. Peut-être que je peux lui donner une chance parce que s'il en a fait 60, c'est que ça doit plaire. C'est que, tu vois, il y a plein de questions que tu te poses inconsciemment, que tu dois juger si tu vas écouter un podcast ou lire cet article de blog. Et le fait d'avoir autant d'épisodes, d'avoir des notes, d'avoir des retours, des commentaires, des posts LinkedIn, etc., fait que les gens te font. En fait, c'est une sorte de. Tu vois, c'est une snowball, quoi. C'est une sorte de boule de neige qui va grossir avec le temps. Mais t'as pas de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas eu d'exponentiel sur le podcast où d'un coup c'est parti et j'ai rien contrôlé. Je pense que sur un podcast de niche comme le freelancing, c'est. Je suis pas sûr que ça arrive un jour. Mais ça, tu vois, c'est plus un truc qu'on cherche à faire sur YouTube. Par rapport à ce que tu disais, il y a un vrai aspect, je pense, de compétence, qui est que la compétence de faire un podcast, notamment un podcast d'interview, c'est un truc auquel on pense pas. On se dit, il suffit de poser des questions, c'est pas très compliqué, n'importe qui peut poser des questions à une personne et la laisser parler. Mais en fait, tu t'aperçois qu'au fil du temps, tu progresses sur plusieurs aspects. Tu progresses sur comment est-ce que tu structures, comment est-ce que tu amènes tes angles, tes questions, comment est-ce que tu poses les bonnes questions à la personne pour approfondir et que la personne rentre vraiment dans le truc, parce que sinon, on peut te donner une réponse assez superficielle, en fait. On peut te dire, voilà, il faut faire comme ça, et en fait, si t'as juste écrit tes questions et tu fais ta liste de questions et tu suis ton truc, en fait, tu vas pas creuser dans la réponse de la personne, et donc du coup, tu passes totalement à côté en fait de ce qu'elle avait à t'apporter. Tu passes à côté des anecdotes, tu passes à côté des exemples précis, des méthodologies, tu passes à côté des émotions qui peuvent être ressorties avec un plus de conversation. Donc en fait, tu développes cette compétence qui... Je pense que la compétence, tu vois, sur YouTube, c'est plus visible. Tu dis, ah ok, il parle bien face à la caméra, etc. Tu te dis, ok, ça se pratique. Mais la question de comment est-ce que tu poses des questions pour faire sortir les bonnes infos à quelqu'un, non seulement ça se pratique, mais c'est plus dur parce que tu le contrôles moins. Sur une vidéo, si je me foire, je peux la refaire 5 fois, la phrase. Donc en fait, il n'y a pas trop de risque. Tu vois, tant que je sais à peu près ce que je cherche à avoir à la fin, il suffit que je le refasse jusqu'à ce que j'ai mon résultat. Sur le podcast, il faut apprendre. Et je pense que ça, c'est aussi un élément où demain, une personne qui se lance sur ton même créneau, avec les mêmes invités, il n'aura pas forcément d'aussi bons épisodes parce qu'il ne saura pas aussi poser les bonnes questions et sortir les bonnes anecdotes et les bonnes histoires et les bons concepts. Et je pense que ça, il y a une chose, tu me dirais si toi tu l'as vécu sur le podcast, mais moi tu vois, j'ai pas fait le podcast parce que, en tout cas, c'était pas la seule raison d'avoir ce truc d'opportunité où je me dis, il y a une opportunité d'être placé, etc., d'avoir un peu de notoriété, d'être vu comme quelqu'un qui parle aux freelance, etc. C'était pas c'était pas le driver premier, le truc qui fait que j'ai lancé un podcast, c'était que je me suis dit, putain, il faut que j'apprenne beaucoup plus vite que les autres et il faut que je progresse un maximum. Et donc en fait, avec cette démarche-là, où j'ai pas une démarche de 2020, 2021, c'est la grande opportunité du podcast, il faut que je lance un podcast, sur quoi est-ce que je pourrais créer un podcast, moi c'était vraiment, il fallait que j'apprenne. Et donc du coup, les questions que je posais, en fait, je peux pas m'arrêter à... si tu me dis comment... Je te prends un truc basique, mais si tu me dis comment trouver des clients, fait du contenu, je peux pas m'arrêter à ça. Ou en fait, il faut que tu envoies des mails, je peux pas m'arrêter à ça. Et donc en fait, je vais aller creuser jusqu'à ce que je me dise, ok, la réponse, en fait, elle me convient parce que je vois comment moi, à titre personnel, je vais pouvoir appliquer ce qu'il est en train de me dire et ça va me donner telle et telle idée. Et donc le fait d'aller aussi loin, tu ne peux l'avoir que si tu es convaincu parce que t'es convaincu déjà par le sujet que tu es en train d'aborder avec tes invités et que tu fais d'abord ce podcast-là pour toi, pour apprendre personnellement. Parce que sinon, tu es juste en fait un journaliste qui va poser des questions, qui doit faire son papier ou son contenu et qui doit le publier toutes les semaines, tu vois. Et donc, rien que ça, je trouve que ça change énormément parce que t'as pas la même posture, t'as pas la même position et tu poses pas les mêmes questions et tu vois, moi je me dis toujours ce que mon invité est en train de me raconter, il me dit pas la vérité, il me dit pas tout, tu vois. Et donc en fait, à chaque fois je parle là-dessus et donc je me dis, ok, non mais t'es en train de me dire ça, je comprends, mais concrètement, comment t'en es venu à me raconter ça, qu'est-ce qui s'est passé avant, concrètement c'est quoi les résultats, etc. Tu vois, moi j'ai pas envie d'avoir du storytelling, de genre de choses, parce que ça marche quand t'es journaliste et que tu dois faire des papiers et que tu dois faire le buzz, mais si t'as envie d'apprendre quelque chose concrètement, en fait j'ai besoin de choses concrètes et j'ai pas envie que tu me bananes sur 1h30 parce que en fait j'aurais perdu mon temps. Donc ça c'est aussi important d'avoir une démarche de pourquoi est-ce que tu fais le podcast. Est-ce que c'est juste pour faire partie des podcasteurs, des créateurs, d'être un influenceur ou ce genre de choses, ou alors tu le fais vraiment parce que tu as envie de développer des compétences, que tu as envie d'apprendre de tes invités, etc. Et tu as un peu ça sur YouTube.
tu vois tout de suite la différence entre des vrais créateurs de contenu qui, tu vois, prennent le temps de créer des vidéos, d'avoir un angle, un concept, d'avoir une thèse qui est déroulée avec des recherches, versus des vidéos, tu vois, typiquement des infopreneurs qui, en fait juste vraiment une passerelle pure d'acquisition, qui te fait des vidéos en 3-4 minutes où tu n'apprends rien. Et donc, en fait, tu peux avoir ça aussi sur le podcast, sur d'autres éléments, mais c'est un peu le même principe, je trouve. Ouais. Donc, c'est évidemment plus facile de te mettre dans les chaussures de ton auditeur quand toi-même tu as besoin de ce qu'il te raconte et quand tu es intéressé. Moi, j'avoue que c'est une difficulté que j'ai aujourd'hui. Parce que fondamentalement, le gros de mon audience, des gens qui sont moins avancés que moi, qui débutent. Et moi, j'ai ce truc où je me dis, bah tiens, moi j'ai aussi envie d'apprendre. Et j'ai toute une phase sur le podcast où je parlais à tout le monde de recrutement, de monter des équipes, etc. Est-ce que ça intéresse la majorité de mon audience ? Non. Mais moi, ça m'intéresse, tu vois. Et le podcast, je le fais aussi je le fais surtout parce que c'est des conversations qui m'intéressent. En fait, c'est plus ça qui me guide, même si les gens l'aiment bien écouter derrière, ils sont contents. Mais fondamentalement, si je devais faire que des trucs où alors, Alexis, comment est-ce que tu t'es lancé ? Comment est-ce que tu as trouvé ton idée ? Moi, je me tire une balle. Je peux pas, tu vois, je peux pas faire ça. Et en plus, j'en ai même pas besoin parce que c'est pas le podcast qui est mon plus gros truc. Et le podcast, je me dis, mon podcast, il est un peu unique parce que c'est moi qui apporte mon point de vue. Et aussi parce que je pense que je suis capable de parler de trucs qui sont plus avancés, tu vois. Ça m'intéresse de comprendre un petit peu les détails de comment toi, tu as écrit ou les détails de comment est-ce que tu pilotes ton business aujourd'hui. Et est-ce que ça sera un peu moins dans le besoin direct de la personne qui se dit, bah écoute, comment tu as trouvé tes 3 premiers clients ? Oui, mais moi, si tu veux, comment tu as trouvé tes 3 premiers clients, ça ne m'intéresse pas autant que de dire, en gros, comment est-ce qu'aujourd'hui tu définis. Tu vois, je préfère voir de ce point de vue-là. Et effectivement, ça fait que le podcast, il est peut-être un peu plus unique vu qu'il vient de ton point de vue plutôt que venir d'un truc de dire cyniquement qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens, beaucoup de gens que j'écoutais à l'époque, par exemple. Tu vois, des podcasts que j'écoutais à l'époque quand j'ai commencé. Aujourd'hui, je ne peux plus les écouter. Parce qu'ils parlent de trucs qui, moi, me parlent plus du tout, tu vois, c'est comment tu as débuté, la peur de quitter son job, etc. Et je comprends que ça, c'est un truc qui touche beaucoup de gens, la peur de quitter son job. Mais tu vois, moi, ça m'intéresse plus. Et par contraste, il y a quelques podcasts qui m'ont accompagné depuis 6 ans, 7 ans, qui sont des podcasts où la personne se dit, moi, il y a un truc qui m'intéresse et je vais aller tirer ce petit fil de trucs qui m'intéressent et il va te parler de différents sujets beaucoup plus pointus qui l'intéressent. Et finalement, tu t'aperçois que quand tu débutais, moi, ça m'intéressait aussi d'avoir du contenu un peu plus avancé et de comprendre ce que les gens se racontaient vraiment et de quoi ils parlaient vraiment et comment est-ce qu'ils réfléchissaient. Et finalement, j'étais pas si neuneux que ça, que si tu me disais pas comment tu avais débuté, je pouvais aussi me projeter dans une personne. Tu vois, aujourd'hui, tu lis bien des bouquins de personnes qui sont... Le jour, je lisais un bouquin de Bob Iger, qui est le PDG de Disney. Moi, je suis pas PDG de Disney ou même d'un truc qui se rapproche de la taille de Disney, tu vois. Et c'est un gars, il a pas créé Disney à partir de zéro, il a pas fait une start-up. Et pourtant, je me dis, tiens, ce gars-là, il a des trucs à m'apprendre et c'est cool, tu vois. Et donc, je pense que quand tu fais ton podcast du point de vue de moi, je vais apprendre, bah, ton contenu, il évolue au fil du temps parce que toi, tu apprends au fil du temps. Quand j'ai commencé, j'étais peut-être plus dans les conseils marketing, comment tu perces. J'ai une grande période équipe, recrutement, structure, management, etc. J'ai eu toute une période écrire un livre. J'ai fait toute une période où j'ai interviewé des gens comme Olivier Roland, Fabien Licard sur comment écrire un livre, comment est-ce que tu le vends, etc. Et après, j'ai eu une période plus conglomérat. Comment est-ce que tu construis, en fait ? Comment est-ce que tu construis sur ce que tu as et comment est-ce que les gens se diversifient, etc. Et finalement, tu peux écouter mon podcast et voir ma progression. Et je pense que ça apporte un point de vue. Et puis moi, ça me permet de rester engagé dans le truc et de rester à me dire, à chaque fois, je vais parler à cette personne, pas de ce que je pense d'un point de vue abstrait, de ce qu'un auditeur moyen voudrait, mais plus moi, concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai envie de parler à cette personne et qu'est-ce qui m'intéresse ici. C'est pas simple parce que, en fait, tu peux vite te faire enfermer par ta propre audience, en fait. Ouais. Et te dire... ok, j'ai construit une communauté X ou Y sur un sujet, mais moi j'ai envie parce que j'ai évolué, j'ai envie d'aller sur cet autre sujet-là parce que en fait ça m'intéresse plus, ou parce qu'en fait je sens que par rapport à mon évolution j'ai envie d'aller explorer cette partie-là. Ouais. Mais est-ce que mon audience va me suivre et donc j'ai un peu peur que du coup les stats soient moins bonnes, que les gens se désintéressent. Et en fait t'as un risque, t'as une vraie peur où tu peux te dire parfois non, ok, je continue de faire ce que je fais parce que la recette elle fonctionne, que l'audience elle est là, etc. Et du coup, je trouve que t'as inversé le truc où d'abord tu fais des choses pour toi et pour progresser, et en fait tu te retrouves enfermé par ton audience. Et c'est ce que tu disais, tu vois, des podcasts qui en fait depuis 7 ans te racontent la même chose, et c'est juste qu'ils prennent d'autres invités mais ils posent les mêmes questions. Moi, c'est vrai que, en tout cas, c'est pas ma conception de la manière dont j'ai envie de faire aussi évoluer Tribu Indé. Et d'ailleurs, c'est intéressant.
avec la sortie du livre, là j'ai eu beaucoup de messages et notamment des gens qui me disent je sais que ça fait 2 ans que je te suis, je t'ai jamais envoyé un mail, mais c'est dingue parce que j'écoutais chaque épisode et on a vu la progression, les questions que tu te posais, le genre d'invité que tu avais qui était un peu différent, t'allais explorer un petit peu. Et en fait, ça c'est le meilleur retour que je peux avoir. Moi j'ai aussi envie, c'est une manière à moi aussi de documenter ma vie pro en fait, ce podcast et ce que je peux faire. Et donc moi je suis assez détaché de ça aussi, de me dire si les gens en fait accrochent plus, et il y aura d'autres personnes qui vont venir s'agréger, qui vont connecter avec le nouveau contenu que je propose. Mais tu as un risque côté créateur aussi de te dire ouais mais j'ai peur de décevoir un peu l'audience, que ça soit pas les sujets qu'ils attendent de Tribu Indé par exemple. Moi j'essaie un maximum de penser d'abord à ce qui pourrait être intéressant pour moi, et je me dis ce qui est intéressant pour moi intéressera une partie de l'audience qui a envie d'aller chercher des sujets. Et moi je trouve ça toujours, tu sais, il y a beaucoup de contenu un peu newbies, un peu débutant, il y a beaucoup moins de contenu qui te un peu plus et moi-même tu vois, je pense que j'en fais pas encore et je suis encore loin d'être vraiment hyper encore développé, etc. Mais je trouve ça cool d'avoir des contenus notamment en français qui t'accompagne à passer, une fois que tu as fait 0 à 1, comment tu passes de 1 à 10 par exemple. Et même en freelance, tu vois, comment est-ce que quand tu atteins un plafond, tu passes tu fais autre chose, comment est-ce que tu évolues, est-ce que tu changes de projet, etc. En fait, il y a assez peu de contenu qui parle des sujets un peu 1 à 10, quoi. C'est beaucoup de 0 à 1 souvent dans les contenus. Et donc c'est aussi l'ambition, tu vois, dans les prochaines années, que ça suive mon développement et qu'on aille potentiellement sur des sujets qui soient très spécifiques, qui n'adressent pas forcément des débutants, mais en vrai, c'est pas très grave. Parle-moi aujourd'hui un peu de la monétisation sur Tribu Indé. Donc, tu vends pas encore directement de produits. Est-ce que tu fais de la pub? Tu as des sponsors sur ton podcast? Pas non plus? Si, alors j'en ai eu. J'ai eu N26, une banque allemande, il y a 1 an. Où là c'était un sponsoring très très classique du pré-roll, donc une publicité d'1 minute en début d'épisode, et j'avais fait ça parce que beaucoup de boîtes de l'écosystème freelance étaient venues me chercher en me disant est-ce que tu peux faire du sponsoring, etc. Pour être honnête, il y avait beaucoup de boîtes qui me plaisaient pas parce que je croyais pas aux produits, soit c'est des produits que j'utilisais pas, et donc je voulais quand même avoir quelque chose qui reflète la réalité de ce que je pense du produit. Et il se trouve qu'N26 c'était ma banque pendant très longtemps, et donc je leur ai proposé de faire ça. Donc ça c'était le premier sponsoring que j'ai fait, j'ai gagné quelques milliers d'euros avec, rien d'incroyable, mais c'était chouette, tu vois, c'était pareil. En fait j'ai appris à dealer avec, sur du média, à savoir comment ça se passait, à créer un slide deck, etc. Et là plus récemment, du coup j'ai changé de banque il y a 6 mois. Je suis passé chez Shine, et il y a quelques mois du coup je me suis dit maintenant que je suis chez Shine, est-ce que ça vaudrait pas le coup de travailler avec eux? Je connaissais bien l'équipe, j'adore vraiment la vision qu'ils portent, et puis c'est une boîte aujourd'hui qui fonctionne très très bien, et je me suis dit est-ce qu'on peut pas créer une sorte de gros partenariat qui dépasse le podcast, et que ça puisse être un vrai partenaire de Tribu Indé. Et donc aujourd'hui tu vois il y a des séquences de pré-roll qui ont été faites fin d'année dernière, qui vont redémarrer en janvier-février. Ils m'accompagnent aussi sur le livre parce on a créé une masterclass sur l'administrative en bonus du livre avec eux, et puis on prépare un gros événement en février sur 4 jours ensemble, avec un format un petit peu inédit en France pour les freelances. Donc tu vois là c'est un partenariat qui est plus global et qui est pas juste ok tu fais tant d'écoutes, on va te payer tant d'écoutes. Donc là aujourd'hui ça c'est les 2 business models c'est les 2 partenariats qui m'ont permis de gagner de l'argent directement avec le podcast. Par exemple tu vois j'ai quand même eu un client avec qui j'ai coproduit un podcast, plutôt j'ai produit un podcast pour ce client là, donc c'est ma voix etc, mais c'est le podcast de mon client, donc c'est lié à Tribu Indé parce que c'était la vitrine, mais je génère pas de l'argent directement avec. Le premier produit c'est effectivement le livre qui est mon premier produit personnel, à qui en fait là c'est des indépendants, donc c'est la communauté et puis d'autres personnes bien sûr qui achèteront le livre, et là sur 2021 l'idée c'est d'accélérer sur Tribu Indé pour essayer de trouver un business model qui soit viable, et de faire participer les indépendants et la communauté en fait dans les produits, et de pas juste se baser sur la partie sponsoring entreprise, mais d'essayer d'avoir tu vois un mix. Moi j'adorerais continuer de bosser avec Shine parce qu'on est hyper alignés sur plein de choses, sur la manière de voir l'écosystème freelance, mais je me dis j'aimerais bien aussi avoir d'autres produits sur Tribu Indé pour les indépendants. Donc là tu penses à quoi concrètement pour nous donner une idée générale? Des formations par exemple, ou une communauté, quelque chose comme ça? Écoute, aujourd'hui on en avait un petit peu parlé, mais aujourd'hui tu sais c'est la mode d'avoir des communautés payantes et d'avoir des abonnements. Moi
personnellement, alors peut-être que si des gens écoutent ce podcast dans 3 ans, ils se diront que je me suis complètement planté, mais j'ai un peu de mal à croire à ce modèle de faire payer en fait un abonnement tous les mois, parce que il y a plein de choses, il y a des vrais challenges en fait. C'est pas aussi simple qu'on le pense, même si on pense qu'il y a zéro frais, etc. En fait, c'est extrêmement compliqué, à la fois dans l'acquisition. Il faut vraiment garder ta rétention. Il y a des vraies questions de churn sur comme ça du contenu qui est donné. En fait, tu dis ok, j'ai fait des gens, c'est du récurrent, mais en fait, si c'est du récurrent et qu'au bout de 3 mois les gens partent et que ton truc il coûte 10 € par mois, en fait, tu as vendu un produit à 30 €. Tu n'as pas vendu 10 € par mois à ad vitam. Mais je pense que si tu regardes vraiment les métriques de churn, c'est là où ça devient. C'est pas facile. Je pense qu'il y a des business qui fonctionnent comme ça, mais c'est pas facile et ils ont une vraie problématique de churn qui disparaît jamais. Il faut toujours être en combat avec ça pour remplir la communauté, parce que c'est un panier percé, beaucoup plus que d'autres modèles récurrents qui sont basés plus sur un outil, par exemple comme du SaaS, où là pour le coup il y a une récurrence qui est plus simple, il y a une problématique de churn qui est toujours là, mais elle est moindre. Moi c'est la raison pour laquelle je me suis toujours tenu écarté de ce business model, effectivement, de vente de communauté. Même si pendant un moment j'avais un peu flirté avec, j'avais testé, j'avais fait, mais en fait je me suis dit c'est trop de boulot pour la maintenir à flot à un niveau où finalement c'était pas colossal. Bon, par contre après moi je trouve énormément de valeur dans la communauté comme add-on différenciant. Exactement. À une formation par exemple. Exactement. Oui, parce que en fait, avoir un business qui repose vraiment sur une communauté, déjà c'est extrêmement compliqué d'un point de vue. Tu vois, si je prends ma casquette de copywriter marketeur, c'est extrêmement compliqué de vendre une communauté parce que en fait, chacun vient pour des raisons différentes et t'as pas d'objectif final que tu peux promettre, parce que t'es obligé en fait de créer du contenu aussi tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, toutes les semaines, il faut que tu sois au rendez-vous, il faut que tu proposes, un peu comme Netflix qui a enrichi son catalogue. Toi en fait, si tu veux, tu peux pas te dire en décembre, là je prends un mois off, parce qu'en fait si tu prends un mois off, il y a des gens qui payent 15, 20, 30 € par mois. En fait ils vont te churner, ils vont te dire je mets en pause mon abonnement et peut-être que je le reprendrai l'année prochaine. Donc en fait c'est un business où tu te dis c'est cool, il y a du recurring et tout, mais en fait peut-être que parfois il vaut mieux encapsuler le contenu que tu peux créer sur 3-4 mois dans une communauté, potentiellement dans une formation, et en fait tu auras un panier moyen qui sera plus intéressant, et surtout qui te permet d'avoir des momentum dans l'année, et qui te permettent pas de, tu vois, là t'es vraiment au service et tous les jours il faut que tu sois actif. Donc et un autre truc que j'avais étudié aussi dans certaines communautés dans lesquelles je suis, notamment aux US, c'est que en fait t'as 2 types de profils dans les communautés. Si tu veux, tu vas avoir un tout petit pool de personnes qui vont être moteurs et qui souvent sont parfois aussi avancés que toi en tant que créateur, et qui ont plein de choses à partager, etc. Et puis tu as les gens qui sont sont en quête d'apprentissage, de retour, de témoignage, et donc en fait c'est compliqué d'avoir ces 2 profils-là qui cohabitent ensemble, parce que en fait il faut que tu crées du contenu qui puisse satisfaire ces 2 micro-audiences, en fait, des contenus qui sont plus débutants, etc., mais aussi des contenus qui soient plus, tu vois, un niveau beaucoup plus, un peu plus expert, parce que sinon ces personnes-là en fait elles vont partir parce qu'elles y trouvent pas vraiment de raison de rester. Et donc ça, c'est pour ça que le business de communauté, j'ai du mal à y croire en produit solo. En revanche, en ce moment, je regarde pas mal ce qui se passe, notamment chez des Unreal Collective ou chez David Perel, avec sa formation sur l'écriture, sur des systèmes de cohorte avec des alumni, etc. Je trouve que c'est un système qui est assez intéressant, que j'ai assez peu vu. Donc ils ont un groupe de personnes, la formation ouvre, on fait rentrer 200 personnes, vous allez le faire tous ensemble pendant 3 mois, et à la fin c'est fini. Donc il y a un aspect de live, ça justifie aussi le fait des lancements qui s'ouvrent et qui se ferment. Il y a du coup un groupe qui est là, mais sur une période de temps plus réduite, donc les gens ont une raison de participer pendant cette période puisque c'est un peu plus intensif. Et effectivement, ensuite tu vas le faire 1 fois par an, 2 fois par an, tu vas faire le groupe avec un nombre limité. Et ça, tu vois, c'est un truc auquel je réfléchis, qui me permettrait aussi de prendre le contre-pied de ce qui existe côté formation, freelance, etc. Et d'avoir, tu vois, un produit en front qui soit vraiment qui soit actionnable, en fait, sur lequel en fait je peux faire des promesses que je suis capable de tenir, et potentiellement d'avoir quelque chose, en tout cas au démarrage, assez élitiste en termes de nombre de personnes. Parce que tu vois, par exemple, le fait d'avoir travaillé avec un petit groupe de bêta lecteurs, une trentaine de personnes sur un projet qu'est le livre, ça m'a appris pas mal de choses sur la relation que tu peux construire avec 30 personnes. En fait, 30 personnes, c'est gérable. Ces 30 personnes-là, je les connaissais, je connaissais leurs problématiques clients, je connaissais les missions sur lesquelles ils bossaient, et du coup, j'étais aussi capable de prendre du temps pour les aider, parce que
eux m'aider sur le livre, mais moi je pouvais aussi les aider, tu vois, de manière plus directe quand ils avaient des questions, quand ils me posaient des questions sur les propositions commerciales, sur des gestions clients, etc. Et donc j'aime bien ce côté, peut-être, tu vois, avoir en tout cas au démarrage un petit groupe de personnes sur lesquelles en fait je peux vraiment me dire, ok, en fait pendant 3 mois, je vais pouvoir vraiment accompagner ces gens-là. Moi je suis pas trop de... Peut-être que ça changera, mais tu vois, la vision... Moi je suis pas quelqu'un qui... J'ai surtout pas envie tu veux qu'on me perçoive comme un gars, comme un gourou. J'ai de la chance, pour l'instant j'ai jamais reçu, tu vois, on n'a jamais associé mon nom avec le mot gourou, et ça c'est un truc qui me fait très très peur. J'ai surtout pas envie d'être associé à un gars qui tu vois, qui fait des conférences avec 3000 personnes, qui remplit des stades dans 10 ans. C'est pas vraiment mon objectif. Moi je préfère avoir un impact sur un petit groupe de personnes sur lesquels en fait je suis sûr qu'ils vont pouvoir avoir des résultats, et tu vois, si je fais quelque chose de payant où j'y investis encore plus de temps que ce que je peux faire en gratuit, bah, j'ai vraiment envie d'avoir des résultats. Je fais pas juste ça pour l'argent, parce que en fait l'argent je peux le gagner en freelance. Donc je me dis peut-être que j'ai envie d'accompagner, tu vois, un groupe de personnes, en tout cas sur des premières promotions, avec effectivement un produit en front et puis plein d'autres choses derrière auxquelles je pense, qui pourraient rajouter aussi un petit avantage compétitif par rapport à ce qui peut exister. Ça marche. Donc ça c'est à venir sur la 2021, ça sera un de tes projets, je suppose, à tester, quoi. Trouver la formule. Exactement. Je pense que ça se testera sur, je pense, avril, peut-être courant avril. Il y aura sûrement des premiers essais. Il y a un peu de recherche client à faire aussi en amont. Mais ouais, ça sera tu vois, chaque année j'aime bien rajouter une brique. Tu vois, 2018 c'était un peu j'ai quitté mon job, c'est quand même une brique intéressante. 2019 c'était le podcast, 2020 c'était l'écriture du livre, 2021 ça sera sûrement ce projet-là. Et j'aime bien me dire à chaque fois, j'ai un gros projet qui alimente plein de sous-projets, mais j'aime bien avoir une sorte de gros projet, un peu de fond, que je peux suivre sur une année. Pour terminer, Alexis, il y a 3 questions que je pose à tout le monde. Et la première, c'est: est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ? Écoute, maintenant je pourrais te recommander mon livre, Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros. Qui est d'ailleurs disponible du coup partout au moment où l'épisode sort, donc Amazon, librairie, partout en fait. Exactement. Alors il était en rupture chez Amazon, donc les délais étaient... Ils sont pas bons Amazon sur les stocks. Moi j'ai eu aussi des problèmes de rupture sur le mien, alors que pourtant on avait fait tout un système de précommande que toi aussi tu avais dû faire. Donc je suppose qu'ils auraient dû pouvoir prédire. Je sais pas trop comment ça se passe. Écoute, j'ai eu quelques infos. J'ai eu quelques infos. Ce qui est assez dingue, c'est qu'en fait, il y a très très peu de personnes qui gèrent la France. C'est énormément d'algorithmes. Et donc en fait, c'est même les algorithmes qui passent les commandes directement aux éditeurs. Mais comment est-ce que l'algo, il a pas vu un momentum de dire si on m'en a précommandé 3000, il faut que j'en achète 6000. Tu vois, c'est étrange. Ouais, donc du coup, en théorie là, il y a des réassorts, donc au moment où l'épisode sortira, je pense que ça sera revenu à la normale, mais ouais, il est aussi disponible en librairie, Cultura, Fnac, etc. Donc ça, c'est le livre que je recommanderais en priorité. Mais après, j'ai beaucoup de lectures sur des livres business. Je te recommanderais déjà la dernière biographie que j'ai lue de Tiger Woods, qui est vraiment excellente. Alors je sais pas si tu l'as lu, mais elle s'appelle Tiger Woods. Ok. De Jeff Benedict. Ok. Et qui est vraiment excellente. Alors même si tu comprends pas toutes les règles du golf, etc., c'est un peu comme Open d'André Agassi. C'est quoi, t'es un amateur de golf, tu suis un petit peu, ou tu découvres avec ce bouquin? Non, j'ai joué pendant un petit moment. J'aimerais bien m'y remettre un petit peu, mais ouais, je suis un... Puis j'aime beaucoup ce sport. Vraiment, je trouve que c'est extrêmement intéressant d'un point de vue même social, etc. C'est extrêmement intéressant. Et le livre est franchement... Et il est brillantissime parce que c'est un vrai travail de documentation. Ils n'ont pas eu accès à Tiger Woods, et donc ils ont eu accès à certaines personnes de son cercle, mais il faut savoir que tout le cercle de Tiger Woods a signé des accords de confidentialité, et donc tout est ultra verrouillé. Et donc en fait le livre commence comme ça, en mode tout est verrouillé, c'est impossible d'avoir de l'information familiale, proche, etc. Et donc en fait ils se sont tapés des heures et des heures et des heures de rush sur les tournois, sur les interviews, sur les moments off qu'ils pouvaient récupérer chez des journalistes, etc. Sur des lettres, des choses qu'ils ont récupérées à droite à gauche, pour en fait refaire toute la carrière
de Tiger Woods, de son enfance, qui est assez intéressante avec notamment son père et la relation particulière qu'il avait avec son père, les différents coachs qu'il a eu, la manière dont il a abordé sa carrière de sportive. Il y a aussi pas mal de négociations avec... c'est marrant de retrouver Phil Knight dans le livre après avoir lu sa biographie. Ouais. Donc il y a pas mal aussi de négociations avec les sponsors, comment ça marche, etc. C'est un milieu qui est assez fascinant. Jusqu'à sa grande affaire et le scandale de toutes ces maîtresses qu'il a eues pendant plusieurs années, jusqu'à sa reconstruction. Et puis son retour sur la scène internationale quand il gagne de nouveau le Master à Augusta, qui est un moment assez dingue. Golfer ou pas, c'est un des grands moments sportifs du 21e siècle. Et bref, livre que je te recommande à fond, qui est vraiment excellent, qui est une très bonne biographie et qui montre aussi les deux côtés, tu vois, d'un sportif, quelqu'un qui a extrêmement bien réussi, mais qui a aussi plein de côtés sombres à la fois dans sa manière de se comporter avec les autres joueurs, avec le public, avec sa famille, etc. Tu te rends compte que c'est dur en fait d'être au très très haut niveau et d'avoir une vie entre guillemets un peu normale, d'être un peu comme monsieur et madame tout le monde. Donc ça, je te recommanderais ça en bio. Après là, j'ai terminé le livre d'Adam Scott, d'Adam Scott, j'ai un doute. How to Fail at Almost Everything and Still Win Big, qui est vraiment excellent. Dans la catégorie, on parlait tout à l'heure de Mark Manson. C'est aussi un de ces livres qui fait du dev perso, mais en partant d'un angle tellement incroyable que il te vend le truc. En plus, il te vend des trucs assez chepers dans celui-là. Il te vend la visualisation devant le miroir, répéter le truc, je vais devenir un cartooniste célèbre. Donc c'est le dessinateur de Dilbert, le fameux cartoon américain sur un petit mec qui est dans un bureau et ses aventures. Donc celui-là, tu l'as lu récemment. Quelles sont tes impressions sur celui-ci? Écoute, je l'ai trouvé extrêmement intéressant parce que c'est plutôt un livre de développement personnel plus qu'un livre business. Et moi, je m'attendais un petit peu à ce qu'il retrace sa carrière. Alors, il la retrace, mais je trouve que le livre est bien amené parce que, tu vois, il te parle d'une histoire dans le chapitre 1, il te fait une open loop où il te donne pas la suite, notamment il a eu un problème de voix pendant plusieurs années. Et donc, au fur et à mesure, il va te distiller un peu l'histoire. Et entre ces histoires de vie qui le concernent directement, il va te donner un peu des réflexions sur la manière dont il a abordé sa carrière professionnelle et personnelle. Il te parle notamment de pourquoi est-ce que lui, les objectifs, il trouve que c'est un truc bullshit et qu'il préfère se concentrer plutôt sur créer des systèmes. Il te parle aussi de nutrition. Et moi, c'est des sujets qui me... Tu vois, par exemple, les livres de nutrition, c'est un truc où moi, j'ai une grosse alerte rouge où je me dis, ça, c'est pas pour moi. Et donc là, le fait que ça soit distillé et qu'ils prennent, encore une fois, tu vois, il insiste plusieurs fois dans le livre sur le fait que c'est pas des conseils qu'il est en train de donner, c'est lui, son rapport à différents sujets, et que en fait tu le prends ou tu le prends pas, mais ça ne vaut pas vérité. Et ça, j'aime bien que le fait qu'il ait répété, parce que du coup, tu vois, il te vend rien derrière, il est pas en train de te mettre une couche de storytelling derrière plein de sujets. Et j'ai trouvé très bien, il est assez bien écrit, ça se lit rapidement, et c'est presque il y a, je sais pas, genre une trentaine de chapitres de mémoire, et c'est presque des petits principes, des petites idées qui distillent au fur et à mesure des chapitres. Donc ouais, ça, c'est un livre que j'ai vraiment aimé. Et pareil, ça fait partie des livres dont personne te parle vraiment. Enfin, moi, tu vois, on me l'a cité peut-être une fois dans un podcast, et pourtant, c'est, je trouve, un livre qui mérite qu'on y passe 3-4 heures, quoi. Parce que c'est, encore une fois, un peu contre-intuitif. On te raconte pas les mêmes choses que dans d'autres livres de dev perso, donc ouais, ça j'avais vraiment bien aimé. Et puis si je te donne un petit livre de SF, je sais que tu m'avais recommandé le livre de Liu Cixin. Le problème des trois corps, ouais. Et ben écoute, que j'ai beaucoup aimé, excellent. C'est excellent. Alors j'en ai parlé sur Twitter, et j'ai eu les deux côtés, quoi. Il y en a qui ont adoré, et il y en a d'autres qui l'ont trouvé extrêmement complexe et un peu surcoté. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est de la pure SF. Pour le coup, c'est vraiment de la SF un peu plus... Enfin, je sais pas si c'est le meilleur livre pour entrer. Si vous avez jamais lu de SF, je sais pas si c'est la meilleure reco que je ferais. Mais si vous aimez bien la SF, c'est un gros morceau. Mais du coup, j'ai commandé le tome 2 et 3. Donc je les ai pas encore commencés, mais je vais tu vois, ça fait que... tout ce que tu as aimé dans le 1, tu vas voir, ça, il step up à chaque fois. Tu vois. C'est vraiment... Et ils sortent une série. Il y a une série en préparation, ouais. Ça va être cool. C'est Netflix qui fait ça? C'est qui, c'est écoute, HBO? Ouais, je crois que c'est HBO, parce que de mémoire, c'est les producteurs de... Je veux pas te dire de bêtises, mais je crois que c'est les producteurs de Game of Thrones qui sont en train de produire ça. Pas mal. Donc pareil, je sais pas comment ils vont mettre ça en
en images, mais du coup, je te conseille. Là, j'ai terminé un bouquin qui s'appelle Elstride, qui a reçu le Grand Prix de l'Imaginaire 2020. C'est un tout petit bouquin qui doit faire 100 pages. Et on suit un type qui est sur une planète complètement abandonnée, où il y a de l'IA de partout et des machines. Et donc, en fait, on le suit sur un trajet où il doit relier un nouveau point de forage. Et c'est un très bon livre. C'est un très bon livre qui se lit très vite. Et ça, pour le coup, je trouve que c'est un peu de la SF un peu cool. Moi, j'avoue que j'aime bien m'évader avec de la SF. Donc, comment est-ce que tu l'appelles, Elstride. Helstrid. Parce que sinon, on me le demande. Top, écoute, pour les bouquins. Deuxième question. Si tu pouvais revenir en arrière et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que ce gars-là, il avait besoin d'entendre ? Écoute, à 20 ans, c'est intéressant. À 20 ans, j'étais en DUT. Je terminais un DUT de technique de commercialisation. Donc, un truc très. Moi, j'ai pas fait de prépa. Je suis parti dans quelque chose d'un peu plus opérationnel. Et je me souviens qu'à l'époque, mon grand objectif, c'était de gagner beaucoup d'argent. Parce que, en fait, je m'étais dit, j'ai l'impression que les gens qui ont beaucoup d'argent sont des gens heureux. Et donc, moi, j'ai envie d'être heureux. Et donc, il faut que je gagne beaucoup d'argent. Et donc, je suis arrivé en école de commerce avec cet objectif-là en tête, de gagner beaucoup d'argent. Et je me suis dit, la voie, quand tu fais une école de commerce, la voie un peu royale pour gagner beaucoup, c'est soit tu fais de la finance, soit tu vas dans le conseil. Il se trouve que j'ai choisi la voie du conseil du costume cravate à la défense. Et du coup, je me suis pas trop posé de questions sur vraiment ce que j'avais envie de faire. Et est-ce qu'il existait d'autres voies aussi qui auraient pu m'épanouir sans gagner tout de suite beaucoup d'argent. Et du coup, je leur ai dit de... En fait, si tu veux, je suis partagé. Je leur ai dit... Regarde, explore un peu aussi, prends le temps d'explorer d'autres voies, d'aller voir un petit peu, de comprendre qu'il n'y a pas juste la voie classique qu'on t'apprend, notamment quand j'étais en école, les quelques voies royales, faire du marketing chez L'Oréal, travailler en conseil ou faire de la logistique chez Danone, d'aller voir un petit peu, d'aller creuser, de ne pas t'arrêter à ce qu'on peut te raconter. Et en même temps, tu vois, si je prends du recul sur ce qui s'est passé, tu vois, j'ai 27 ans, donc sur les 7 dernières années, en fait, j'ai l'impression que tout est extrêmement lié. Tu vois, c'est toujours plus simple de dire ça après coup, mais si je regarde en arrière, j'ai l'impression que, tu vois, chaque épreuve, chaque étape, chaque frustration m'a permis en fait de rebondir sur quelque chose de nouveau. Et à chaque étape, en fait, j'ai quand même appris des choses. Tu vois, même quand j'étais en conseil à la défense, le job était ce qu'il était, mais c'était pas non plus horrible. Et je me rends compte aujourd'hui dans ma posture de freelance, je sais que ça m'a beaucoup servi. J'ai compris comment fonctionnaient les codes politiques dans les entreprises. Donc tu vois, je suis tiraillé entre fais-toi confiance et avance et fais ce que tu as fait et tu verras où est-ce que ça t'emmènera. Et en même temps de dire, est-ce que si j'avais exploré d'autres pistes plus tôt, est-ce que j'aurais été plus vite, est-ce que j'aurais fait les choses différemment. Tu vois, je trouve c'est hyper dur d'essayer de te projeter même à 4-5 ans, quoi. Je trouve que notre cerveau est pas câblé pour te projeter autant de temps, tu vois. Là, aujourd'hui, je suis capable de dire ce que je vais faire en fin de journée, ce que je vais faire la semaine prochaine, à 90 jours, voire à 1 an. Mais déjà, tu vois, 4 ans, ça me demande énormément de réflexion. Et il y a 5 ans, quand j'étais en école et que j'écrivais mes premiers articles sur Medium, à la fin des cours, je restais dans la salle de cours pour écrire mes articles. Jamais j'aurais pu te dire, ok, 5 ans après, on serait en train de discuter, j'aurais sorti un livre et puis il y aurait un podcast et je gagnerais ma vie en freelance. Donc, tu vois, c'est dur de... En fait, personne n'aurait pu prévoir ce qui peut se passer. Et même pour toi, je suis sûr que quand tu avais 20 ans, tu étais incapable de te dire que tu vivrais en Thaïlande et que tu aurais une équipe avec toi, tu vois. Quoique, peut-être que oui, mais c'est toujours difficile, je trouve, de prévoir ce que tu es capable de faire à 4-5 ans. Ouais, carrément. Dernière question. Est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit ? Je suis pas très citation. Okay. Il y a une phrase que j'aime bien, c'est... alors j'avais vu ça sur le Twitter de James Clear, qui est un gars que j'aime beaucoup. Je recommande souvent sa newsletter. Et alors en français, c'était en gros « Les succès sont des échecs révisés ». J'aime bien cette phrase aussi, et c'est très en lien avec ce que je te disais juste avant, de se dire, en fait, parfois, tu as des points de frustration, il y a des choses où tu te dis « Pourquoi est-ce que je me suis lancé là-dedans ?» Et je me dis toujours qu'il y a forcément un lien et que ce que tu es en train de faire, même si c'est pas l'objectif ultime que tu avais visé, ça te servira pour passer à l'étape supérieure. Et qu'en fait, les projets qui ont du succès, les gens qui ont du succès, en fait, et tu le vois dans un certain nombre de biographies, tu sens que c'est toujours un truc de j'essaye, je me trompe, je recommence.
et qu'en fait le succès vient en testant un maximum de choses, en trompant aussi, et ça c'est ça qui te forge aussi, tu vois, une carapace, une maturité, une approche d'un business X ou Y. Donc j'aime bien cette phrase, les succès sont des échecs révisés. Parfait, merci Alexis. Le bouquin s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, disponible partout, allez le choper. Merci à toi d'être venu pour ta troisième intervention, la première vraie interview que tu as faite sur le podcast Marketing Mania. Et à la prochaine. C'était un plaisir. Merci beaucoup Stan et je te souhaite une belle aventure sur 2021. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. En discutant en off avec Alexis, il m'a fait penser qu'effectivement, il y a quelque chose dont je ne parle pas souvent, c'est qu'on a une formation chez Marketing Mania à destination des freelances, et c'est une formation qui est gratuite en 7 jours par email. Ça s'appelle « Construire une carrière stable et rentable en tant que freelance ». Et le lien pour vous y rendre, il est facile à mémoriser. C'est marketingmania.fr/freelance. Donc si vous êtes freelance et que vous voulez comprendre essentiellement quels sont les conseils de vente et de stratégie commerciale pour vous positionner, pour vendre votre service, pour faire des devis et pour démarcher des clients, c'est-à-dire toute la partie vente et commerciale du freelancing, on a une formation là-dessus. C'est marketingmania.fr/freelance. Je vous retrouve dans le prochain épisode de Marketing Mania.